Ah, vous nous avez préparé un petit peu de lait cru? Ben, oui, parce que quand nous naissons tous sur la surface de cette terre, les pauvres, les riches, les différentes couleurs, notre premier apprentissage au goût, c'est la goutte de lait. Nous sommes tous frères de lait. Merci, monsieur. Ah, Tu vas bien? ça va. Putain, tu as changé. Ça va? Ouais, ça va bien. Bon voyage? Ouais, super. Alors, comme je te l'ai dit au téléphone, le mieux, c'est qu'on parte tout de suite. Hein? J'ai loué le camping-car. En camping-car? Voilà. Bon, le projet, c'est de faire un tour de France des fromages. Pas tous, évidemment, il y a 1100 variétés. Il y en a aussi à l'étranger, ailleurs en Europe, même aux États-Unis. On ira peut-être y faire un tour. Mais en France, aujourd'hui, il y a une crise dans le fromage, une crise autour du lait cru. Il y a vraiment une polémique? Oui, et je peux te dire qu'elle est virulente. Pour résumer, si tu veux, d'un côté, tu as les grands groupes industriels qui accusent le lait cru d'être mauvais pour la santé, et du coup, ils nous fabriquent des fromages pasteurisés qui n'ont pas de goût, mais qui peuvent rester plusieurs semaines sur les rayons de supermarché. De l'autre côté, tu as les petits producteurs qui veulent conserver le lait cru avec toute leur tradition, le terroir, et surtout un savoir-faire ancestral qui est vraiment toute leur vie. Et aujourd'hui, la grande distribution a fait un mal qu'on ne mesure pas. On s'est fait piéger. Hein. Si elle fait 80% du marché, il y a bien des consommateurs, 80% de la population qui est satisfaite. Ce qui me révolte, c'est qu'on trompe les consommateurs. Si dans ce pays, personne ne bouge, si les consommateurs ne prennent pas la parole, c'est terminé pour le fromage lait cru. On n'a pas compris que notre alimentation et notre mode alimentaire, c'était la sauvegarde de la planète. Mais ça, c'est secret technologique. Si ça vous dérange pas, on ne veut pas... Je vous ai dit que c'était important pour la marque de ne pas en parler. Donc, si vous voulez qu'il y ait des problèmes... Moi, je suis au paradis. Ça fait 40 ans que, tout doucement, sans que personne n'en parle, nous courons à l'industrialisation abusive des productions agricoles en France, et des fromages en particulier. Et si nous n'y prenons garde demain, nous n'aurons plus que les mêmes fromages, dans des emballages chatoyants, avec des formes différentes, avec des noms différents. C'est pas ça le fromage. Le fromage, ce sont des goûts différents. Si on part simplement sur le camembert, autrefois, dans la Manche, en Normandie, il y avait 10, 15, 20 sortes de goûts de camembert différents. Aujourd'hui, on risque d'aller vers un seul goût de camembert, une seule banalisation. Et il faut absolument réagir. Sinon, demain, les fromages français, on n'en parlera plus. Ce que je propose, c'est qu'après ce tour de France, où il aura vu les sujets sur le terrain, on finisse chez vous à Boulogne. D'accord. On pourra faire le point avec votre avis d'expert. D'accord. Bon, Eric, on arrive sur le lieu de prédilection du fromage français. Regarde. Attends, non mais c'est sûr, là c'est incroyable. Voilà. Ça c'est une photo pour mes amis en Suède. Oui, oui. Tu mets les deux mains sur C2. Ah oui. Sur le C2, là. Voilà. Oui, chef. Voilà, tiens, je te fais une belle photo. On va aller voir plus haut la maison où a vécu Marie Harel, qui fut, on ne peut pas dire l'inventer, mais enfin, qui fut la première fermière à préparer un fromage qui s'appellera ensuite le camembert. Allez, on va voir le manoir. Voilà le monument historique, d'où tout est parti. En 1791, nous sommes sous la Révolution et il y a des prêtres qui se sont cachés, qui ont dû s'enfuir pour ne pas être persécutés. Un des prêtres qui venait de la Brie avait des amis ici dans la région de Vimoutiers et est venu se réfugier dans cette maison où Marie Harel officiait. Et... Vous avez eu la permission de venir là? Ah, je ne savais pas qu'il en fallait une, monsieur. Ben oui, j'ai jamais eu de souci, je ne savais pas. Téléphoner à Christian Laval. On va le faire, c'est pas du tout un problème. Il ne va pas être très content. Où est-ce qu'on peut le joindre, ce monsieur? Au Var, dans le Var qu'il est. Dans le Var? C'est le propriétaire de la maison? Oui. C'est juste pour dire l'histoire de Marie Harel, vous connaissez l'histoire mieux que moi? Il n'aime pas tellement les caméras, alors. Il n'aime pas les caméras, mais bon. Parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent, alors bon. Oui, je comprends. Ouais. Et pour bien commencer, on va rencontrer un spécimen, François Durand. C'est le tout dernier producteur de camembert qui habite dans le village de Camembert, à faire du camembert fermier au lait cru, c'est-à-dire que le lait qu'il utilise pour ses fromages provient uniquement de son élevage. La marron et blanche comme ça, qui est mouchetée, ça c'est la pure normande. Ok. Vous utilisez le lait de vos vaches, c'est du lait cru? Il est cru. Il reste cru jusqu'au bout ou non?
Cru jusqu'au bout, oui. Il est simplement tiédi à 35 degrés, hein, maximum 35 degrés. Il sort à quelle température du pied de la vache? Il sort à 35 degrés. 35, 37, ouais, 35, 37. Donc vous ne le chauffez pas? On ne le chauffe pas. Non, parce que je pense que nous allons découvrir au fur et à mesure de notre pérégrination des entreprises qui vont chauffer, thermiser le lait. Je crois que c'est le terme qu'on utilise, hein, thermiser. Thermiser certaines entreprises et puis carrément pasteuriser pour d'autres. Et pasteuriser. Alors thermiser, ça veut dire qu'on passe 40, 45, 50, 50 pas degrés. 60, oui. 60, on peut 60. La pasteurisation, c'est combien? C'est 72. 72 degrés. Là, il n'y a plus rien. Le lait est mort. Oui. Bon, pas chauffé, pas thermisé, pas pasteurisé, donc du lait cru absolu. Du lait cru absolu. À combien de morts dans votre clientèle depuis que vous faites du fromage? J'espère 0, ben, ouais. Vous n'avez jamais eu d'accident? Non, voilà. non. Et vous allez persister dans cette voie quasiment subversive. Continuez à faire du lait cru. Jusqu'à ce que je termine ma carrière, oui, j'espère. Est-ce qu'on prend le risque de goûter un camembert? J'espère, j'ai pas venu jusqu'ici pour pas goûter. Moi j'ai peur. Bon, il goûte le premier. Ah oui, moi on sait jamais. C'est le grand moment pour moi. Le premier vrai camembert que je vais goûter. Je mange avec le couteau, avec... Comme ça. Tu as déjà meilleure mine. Depuis que tu es arrivé à Camembert, entre le vent qui il y a un vent du nord, là, il fait beau. Vous avez vu ce pâturage, ces paysages, il goûte du camembert. Déjà, tu es arrivé, tu étais un peu pâle quand tu es arrivé de ta Suède, tu vois. Et là, tu as déjà bonne mine, tu as des couleurs, voilà. Bon, ben, je finis mon petit morceau de camembert et puis on y va. Tu sais, Eric, la guerre des fromages a vraiment éclaté ici, en Normandie. Les résistants comme François Durand se battent pour conserver leur tradition face à des industriels surpuissants. Je te fais un topo rapide. En France, tu as des grands groupes laitiers. C'est toujours la même lettre, c'est la lettre B, Belle, Bongrain et Beignet. Beignet s'appelle aujourd'hui Lactalis parce que c'est devenu une multinationale. C'est les plus puissants. Là, l'idée, c'est que tu ailles sur 2 centres de production. Ils ont accepté de nous recevoir alors que les autres n'ont pas accepté de nous recevoir. Tu vas rencontrer un monsieur qui s'appelle Luc Morellon, qui est le directeur de la communication du groupe Lactalis. L'intéressant, c'est d'écouter le discours de ce monsieur. Pourquoi ce groupe, la famille Beignet, le groupe Lactalis, qui ont défendu le lait cru, ils ont été les promoteurs des fromages d'appellation en France. Tout d'un coup, ils lâchent le lait cru, ils considèrent que c'est un produit dangereux. Ils abandonnent un peu le concept de l'AOC. En fait, ils rêvent de changer les règles de l'AOC pour que le lait cru ne soit plus obligatoire dans l'AOC Camembert. Voilà, c'est tout simple. Avant tout, Perico, explique-moi ce que c'est une AOC. Si tu veux, l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, c'est un label d'authenticité. Moi, je dis que c'est la carte d'identité des produits du terroir. Chaque fromage a sa propre AOC, son propre cahier des charges. L'AOC, c'est d'abord beaucoup d'exigences, de contraintes, donc certains, comme Lactalis, où on va maintenant, ils veulent s'en détacher, ils veulent s'en défaire. Et l'intéressant, c'est pourquoi il y a ce revirement, ce retournement de veste. Est-ce que c'est une raison économique, c'est une raison politique? Voilà, il y a quelque chose de très flou. Et moi, je ne peux pas y aller parce que je suis un peu grillé, persona non grata. Toi, il n'y a pas de problème. Tu me laisses tout seul? Et je te laisse tout seul. On commence à attaquer par la partie la plus polémique. Et bon, je pense que ce sont des gens qui sont sur leur garde. Et essaie d'en savoir le maximum quand même. Ce que je vous demande, c'est de ne pas toucher au produit, de ne pas toucher le lait, de ne pas toucher les camemberts, d'accord? C'est clair. Ouais. On commence par là. Ici, ça c'est la salle des ferments, c'est-à-dire que les ferments... Pardon. On passe par là? On passe par là. Wow. Et là, on arrive au cœur de l'usine, qui est la fabrication du camembert. Tout est automatisé. Et il y a combien de personnes qui travaillent en permanence, je veux dire, sur les machines, qui sont comme le monsieur en haut là? Il y a 2 personnes pour le dérégulateur. Tout là? 2 personnes? Impressionnant. C'est pas tellement la fabrication qui occupe le personnel. Ce qui est important, c'est tous les contrôles derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de monde en fabrication, mais beaucoup plus de monde dans le contrôle, dans le laboratoire. Les analyses. Dans les analyses. Si nous, on fabrique à peu près 750 000 tonnes de fromage. Ouais. Et là, par jour, je veux dire, combien de camemberts Aujourd'hui, cette usine a une capacité de 250 000 camemberts par jour. 250 000. Et c'est...
C'est-à-dire qu'au départ, le camembert était fabriqué uniquement en Normandie. Et puis en 1927, matériel de la production de générie, on l'a exprimé ou pas? Mais ça, c'est secret technologique. Si ça vous dérange pas, on ne veut pas le... Donc là, on a le premier stade du fromage qui est versé dans ces moules. C'est toujours la même taille. Ah, le camembert, c'est parfaitement défini à 250 grammes, sinon il n'a pas le droit de s'appeler camembert. En étranger, en Suède et en Angleterre, c'est toujours 250 grammes aussi parce que vous fabriquez ailleurs aussi, non? On fabrique du camembert aux États-Unis, mais le camembert qu'on fabrique aux États-Unis est un camembert de 250 grammes. On fabrique du camembert en Pologne. Et on appelle ça du camembert. Et alors en Pologne, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si on fabriquait du camembert de 250 grammes, personne ne l'achèterait parce que c'est beaucoup trop cher pour les consommateurs polonais. Et donc en Pologne, on fabrique un petit camembert qui fait 120 grammes. Et là, mais vous pouvez garder le nom de camembert. Petit camembert. Petit camembert. Ok. Vous avez 250 grammes, là vous avez 350 grammes. Ça c'est du coulommiers. Ah ok. Vous faites les deux ici. Voilà le coulommiers, on fait les deux. Voilà le camembert, voilà le coulommiers. Vous voyez, il est un peu plus gros. Et c'est, pour que je comprends bien, parce que moi, c'est que dedans et c'est pareil. Ou il y a une différence? Il y a une différence dans les ferments. C'est ce qu'on rajoute pour donner du goût. La forme est la même, le taux de matière grasse est le même, mais la différence c'est dans les ferments. Ok. C'est la recette. Ouais. Là, nous ne travaillons pas en lait cru sur ce produit-là, nous travaillons en lait, ce qu'on appelle thermisé. C'est-à-dire que c'est un lait qui est très légèrement chaud. À 60 degrés. 60 degrés. Ça veut dire que le AOC, il ne fallait pas qu'il ait... c'est du lait cru. On tolère maintenant aujourd'hui Non, on ne tolère toujours pas. C'est-à-dire que nous ne fabriquons plus sous l'appellation d'origine parce que nous attendons une évolution de la réglementation. Nous avons demandé qu'il y ait une évolution de la réglementation pour nous autoriser à thermiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est interdit de pratiquer des traitements sur le lait cru. On n'a pas le droit pour obtenir l'appellation d'origine, il est obligatoire que l'appellation d'origine soit fabriquée à partir de lait cru. Ouais. Mais nous avons demandé une évolution de la réglementation pour ne plus avoir l'obligation de travailler avec du lait cru. Lactalis se retire de l'appellation AOC, de l'AOC Camembert. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce genre de raisonnement? C'est un vrai danger. Je suis pas très content de les voir partir, mais pas très content au sens de la filière. Mais en même temps, il faut qu'ils soient là avec le respect des règles. Quel est le décret d'application exact du camembert normand d'appellation d'origine contrôlée? Le cahier des charges? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait le mot AOC sur cette Alors voilà, étiquette? donc le lait produit en Normandie, le lait cru, donc pas chauffé à plus de 37 degrés. Oui. Ils défendent l'AOC parce que c'est leur mission, ils défendent l'AOC, mais eux, ils considèrent qu'aujourd'hui, dans le camembert, il est un peu prématuré de supprimer cette obligation du lait cru. Et nous sommes en discussion avec eux justement sur ce sujet en disant, mais attendez, les consommateurs ont évolué, la réglementation a évolué, la technologie a évolué, et donc nous demandons ça. Si l'INAO refuse, on verra ce qu'on fait. Et représentez quel pourcentage du marché? 70%, c'est énorme. Ça ne va pas permettre, aux résistants de réaffirmer les valeurs de l'AOC? Ben, je l'espère. Et puis très clairement, ceux qui vont rester dans le camembert de Normandie AOC, ils vont rester au lait cru. Et l'appellation d'origine, c'est aussi la façon de préserver cette recette, continuer à l'utiliser.
Alors t'as compris, Eric, préserver une appellation, c'est préserver un terroir, préserver un paysage, un savoir-faire ancestral. Là, on va voir l'AOC de l'AOC, le nec plus ultra. Le top, c'est un fromage du Cantal qui s'appelle Salers. On a rendez-vous avec Hervé Mons, qui est un fromager. Son travail, c'est d'aller de producteur en producteur pour sélectionner des fromages. Tiens, je vais te présenter Marcel. Allez. Arrive. Bonjour. Monsieur, c'est Maquignon? Presque. Ils sont habillés en maquignon. Je suis pas sûr qu'ils repartent avec une vache. Donc tu vois, particularité d'animal. Tu vois ce que Marcel est en train de faire là-bas, en fait. Il a appelé le veau, ce qui lui a permis de démarrer la traite, après d'amorcer la traite pour la faire à la main. Super. Tu vois, et le veau après est rattaché, la mère sent toujours le veau à côté sûr. d'elle, donc ça lui permet de lâcher son veau. Je ne comprends pas. Normalement, ce ne sont pas les veaux qui têtent leur mère? Eh non, on détourne une partie du lait que la vache doit donner à son veau pour faire du fromage. Regarde, C'est quoi ça? Regarde, ça, il est en train de jeter une poignée de sel. Et la mère va reconnaître son petit, tu vois, elle adore le sel. Et ça la rassure parce qu'elle a reconnu l'odeur de son petit, donc elle peut vraiment lâcher son lait. Elle sait que c'est son petit qui est dessous, tu vois, regarde. C'est très beau. Très beau et très impressionnant. Et là maintenant, tu vois, Marcel a fait la pâte, et puis tu vas voir Bruno derrière qui va arriver avec son seau. Oui. Et là, qui va prendre le lait, qui va faire la traite en se mettant de l'autre côté. Tu vois, regarde. Hein, Eric, c'est admirable. Tu vois, regarde. Et c'est un geste qui dure depuis des siècles, quasiment. Ça a toujours été comme ça. Et qui se termine? À condition qu'ils tiennent encore. Mais non, dites pas ça, dites pas ça. On va venir, nous, après. On va prendre la suite. Ah, c'est dit bien. À couper? Vous parlez en auvergnat, hein, Marcel? Ça, c'est du patois. Papa. Je peux goûter le lait? C'est bon? Super. Ouais. Tu vois que les mains sont pas très propres. Ben, c'est ça qui... Tous ces germes-là font participer du fromage. Ça peut choquer, ça peut surprendre. Là-bas! Perico, on a un problème. Ah, le camion est encerclé par les veaux. Alors tu vas voir... C'est l'attaque de la diligence, mais version Cantal. Mais t'as vu, ici c'est plein de superstitions. Tu vas voir sur le petit caveau où on a les fromages en attente, t'as encore une croix qui est dans la pierre, et la croix est creuse, et avec le premier lait qu'on obtient, la première crème, le premier beurre que l'on fait, on remplit la croix avec le beurre. Et là c'est notre réserve. C'est pas large, hein? Ah non. Alors tu vois, tu sens un peu l'odeur qu'on a là? Oula, ça sent le lait frais, là. Ouais, tout à fait. Tu vois, là, on est avec des fromages qui sont relativement jeunes. On a ici, à quelque chose près, une semaine et demie de stock. Pour nous, on appelle ça l'AOC de l'AOC. Là, c'est le produit qui rend service à l'AOC parce que le salaire tradition, c'est vraiment celui qui est fait avec de la race salaire, qui est fait au bureau et en gerle. Vous le mangez à quel moment, le Salers? En fin de repas ou... Ah oui. Oui. Et à soupe. Et à la soupe. C'est-à-dire au casse-croûte du matin. Voilà. Vous avez peur que ça disparaisse, quand même, de faire de cette façon? Oh, ça disparaîtra. Ah, vous êtes pessimiste? Ah, sans tarder, il n'y en a pas pour longtemps. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus personne pour monter les bureaux. Même pour fabriquer, c'est trop dur, trop tenu. Ça vous tiendra jusqu'à quand, alors? Tant que je pourrai. Et contraire à ce qu'ils pensent, on est heureux ici. Bien sûr. Bien sûr. À condition qu'ils fassent le temps à peu près, qu'on s'entende. Très heureux. Tu te crées pas les mêmes obligations. Pas de voiture, personne. Tu te crées pas les mêmes obligations. Ah, vous avez conscience que vous vivez dans un paradis? Ah oui. On vous l'a dit, ça? Ah non, non, mais là... Vous le savez? En plus.
le fromage est capital pour que ces gens puissent continuer à exister, à vivre. Mais c'est une chaîne. Si nous on arrête, si eux ils arrêtent, on n'existe pas. Ni l'un ni l'autre, on disparaît tous. Oui, mais celui qui porte le message auprès du consommateur, du travail et de l'art de faire Tout à fait. C'est nous. C'est vrai que nous, on leur amène le revenu. OK? Nous, on n'est pas là, on les paye pas. Alors après, ils ont la possibilité de vendre en direct. Mais quand tu es ici, comment tu trouves le client pour vendre ce que tu as là? Donc cette chaîne, cette filière, elle est incontournable pour qu'économiquement, ça fonctionne. Et quand on parlait un peu de ce qui s'est passé, les systèmes qui ont été les systèmes de grande distribution ont dit « nous, on va flinguer les intermédiaires ». C'est des gens qui vous prennent de l'argent pour rien faire et vous allez voir que vous allez gagner à acheter chez nous parce que nous, il n'y aura pas d'intermédiaire. Bah, tu vois le résultat? Il reste 3 mecs qui font du fromage comme ça dans les montagnes. Voilà le résultat. La Perico, c'est vraiment triste. J'ai l'impression que tous les petits producteurs vont mourir. Ouais, ce qui est sûr, c'est que les industriels et la grande distribution ont pas mal de cadavres dans leur placard. Tu exagères un peu, Perico. Ah, tu crois que j'exagère? Eh bien, tu vas en rencontrer un de cadavre. Et qui plus est, il conserve le fromage français le plus emblématique. Là, on va voir donc Monsieur Le Petit, qui est l'héritier de la famille Le Petit. C'est la mémoire du camembert. C'est l'histoire et la mémoire du camembert. C'est une légende, même. C'est même une légende. Voilà. Je passe devant vous. Allez-y, allez-y, on vous suit. Tu vois, tu as devant toi, dans l'histoire du camembert, un personnage historique. C'est comme un peu un descendant des rois de France, hein, dans ligne directe. Mais je n'en tire aucun mérite, puisque ce sont mes ancêtres qui ont fait tout ça. Ils sont installés à Saint-Pierre-sur-Dive. Après, en continuité, ils s'agrandissent. Ils achètent l'usine de Saint-Maclou, oui, qui est une ferme fromagère. Le Petit est en avance pour tout, là. C'est les premiers à avoir du froid, c'est les premiers à avoir une machine à vapeur, c'est les premiers. Et donc, c'est une usine, ils arrivent rapidement à faire 8 à 10 000 camemberts par jour. Là, vous me parlez de quelle année à peu près? Si vous voulez, Saint-Maclou, la nouvelle usine est inaugurée dans les années 1890. Ah oui, l'usine que vous avez vue. Comment on en arrive à cette grande multinationale industrielle qu'est Lactalis aujourd'hui? Ce qui concerne ma famille, il s'est passé que quand on est une quarantaine d'héritiers, il y en a un qui est commissaire-priseur, l'autre qui vend des pneus. Monsieur Beignet arrive et... C'est un marchand de fromage, lui aussi. Et ce monsieur achète petit à petit toutes les fromageries du Pays d'Auge. Mais il les achète au travers des successions, il aurait fallu qu'un garçon comme moi, par exemple, j'ai à l'époque, quelques dizaines de millions de francs dans ma poche. En fait, les Le Petits se sont vendus à Beignet. Exactement, oui. Alors, il y en a qui ne se sont pas vendus à Beignet parce qu'ils n'aimaient pas M. Beignet, pour ne pas les citer, les amis Langto. Oui. Ils se sont vendus à Bridel. Oui. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Beignet, le mois d'avant, était majoritaire chez Bridel. Ah. Donc, ce qui fait que Beignet s'est retrouvé avec les deux principales marques de camembert, Langto et Le Petit. Le Petit et Langto. Voilà. Voilà le cahier a pris, le robot a pris le cahier et va le déposer dans le moule. Ensuite, il revient chercher le cahier dans la bassine. Il y a un deuxième jeu de moule et il vient poser. Vous voyez, vous avez vu le cahier qui a été rempli. Ça se fait automatiquement. Et avant, à l'époque, on faisait ça à la main. À l'époque, on faisait ça à la main. Mais simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on fabrique 80 000 camemberts par jour dans cette usine. Donc s'il y avait des personnes qui remplissent 80 000 camemberts à la main, il faudrait des salles qui soient grandes comme 4 fois ça. Pour moi, c'est plus moulé à la louche. Ouais. Pourquoi? Parce que le moulage à la louche consiste à prendre avec une louche du cahier non divisé. Donc, on prend une louche, on remplit d'une première louche les 1000 moules que vous avez à fabriquer. Oui. Et puis après, on recommence la deuxième louche et on fait 5 louches comme ça. Le moule, de toute façon, ne serait pas assez grand pour contenir les 5 louches. Donc il y a un égouttage naturel. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Moi, aujourd'hui, parce qu'il faisait les 5 fois, comme j'ai compris quand j'ai passé aujourd'hui. Et si vous voulez, ce que mon arrière-grand-père mettait 48 heures à faire, son fils mettait 24 heures. Okay. Bon. Et là, on était resté encore dans les normes d'un véritable camembert. Qui reste traditionnel quand même. Et aujourd'hui, on le fait en 4 heures. 4 heures. Oui. Il y a forcément un problème quelque part. Alors ça c'est sur, on va dire, la procédure de fabrication. Oui. Ensuite, on asse les crus. Alors, vous dites ensuite, il y a des gens qui, pour faciliter la procédure, vont le chauffer. Au départ, ils ont pasteurisé. D'où le camembert pasteurisé. D'accord, tout de suite on pasteurise. C'est-à-dire 72 degrés. 72 degrés, là, on pasteurise. On tue tout. Alors, on tue tout. Mais vraiment tout. Bon.
Mais le problème, si vous voulez, il est que... Il n'est pas censé avoir de goût, alors, ce camembert, si on a Oui, tout mais tué. vous êtes obligé de réensemencer en d'accord. ferment lactique de laboratoire, cultivé en laboratoire. C'est ça le problème du lait aujourd'hui, dans le camembert pasteurisé. Le problème, c'est que plaçons-nous dans l'assiette du consommateur et regardons quel est le produit fini. Et là, il n'y a aucun problème parce que des produits comme ça, ils ont effectivement une qualité gustative, une qualité organoleptique et la sécurité alimentaire. Et c'est ça que demandent les consommateurs. Et alors le pasteurisé est plus sûr que le lait cru, alors si j'ai bien compris. Le problème ne se pose même pas, c'est évident. Pourquoi des groupes laitiers que nous avons rencontrés, importants, vous êtes au courant comme moi de l'actualité, ils abandonnent le lait cru considérant que c'est du poison. Je me suis exprimée très rapidement à ce sujet. Je pense qu'il est effectivement dangereux d'utiliser des raisons sanitaires pour expliquer un choix lorsqu'il n'y a pas de réelles raisons sanitaires. Voilà. L'abandon du lait cru, c'est plutôt une raison économique qu'une raison sanitaire. Oui, c'est une stratégie effectivement commerciale. C'est compliqué de faire du cru. C'est compliqué de faire de la bonne cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Comment on se fait plaisir? Comment on s'éclate en bouffant du claco? Ça, c'est important. Ça, c'est les plus importants. Mais on n'a pas peur que les jeunes vont jamais goûter à l'ancienne. Parce que quelque part, on oublie, on mange du McDo, on commence à... Je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui... Premièrement, je vais vous dire, le McDo, c'est formidable parce que pour 100 grammes de viande, on consomme 25 grammes de fromage dans le McDo. Et ça, c'est très très bien. Ça, nous, on a tout. Ça fait un moment que je vous écoute et je me demande quel fromage, quel camembert arrivez-vous à manger aujourd'hui, comme avec un héritage qui est la vôtre? C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que vous achetez quand vous avez un... De la Penzel. De la Penzel, voilà. C'est du bagne. C'est fromage suisse. On va où, là, en fait? Jacques Busier, dont je t'ai parlé, on peut dire en quelque sorte c'est un philosophe du goût. Après la physiologie du goût de Brillat-Savarin, il a créé la philosophie du goût. La France, c'est une forme de paradis du goût. Et qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que c'est menacé? Est-ce que ça va disparaître? Il n'est pas dit que dans 10 ans ou dans 15 ans, tout ce que nous allons observer, tout ce que nous allons déguster pendant ce voyage subsistera, survivra encore d'ici 10 ans. Voilà, tiens, on arrive à Chinon. Alors, t'es essoufflé, là? C'est pas parce que je suis jeune et sportif que je vais faire mon voyage à pied. Mine-toi, parce qu'on n'est pas en avance. Jacques Busier qui nous attend. Quelle est la bonne définition du lait cru pour vous? Ah ben, la bonne définition, c'est le produit intégral de la traite totale et ininterrompue d'une femelle laitière, bien portante, bien nourrie et non surmenée. C'est tout. Une vache heureuse. Une vache heureuse. Qu'est-ce que vous dites au bout de 50 ans d'expérience, de travaux, de réflexion sur le goût de la France? Il est comment? Plutôt menacé? Il y a l'espoir que ça rebondisse? Vous êtes plutôt pessimiste? Le goût de la France, c'est comme la lecture. Si on vous donne une mauvaise lecture, les hommes seront mal instruits. Or, aujourd'hui, j'ai dit que la France subissait un lavage de cerveau au point de vue alimentaire. Bon, je ne vais pas le rappeler. Un lavage de cerveau alimentaire? Ah ben évidemment. On voit bien qu'aujourd'hui, par cette uniformisation, on détruit cette mémoire. Vous voulez dire que de pasteuriser le lait, c'est aussi pasteuriser les esprits? Mais évidemment. La société s'aseptit, ça c'est très clair. On tue tout et on fait du lait une matière première anonyme. L'enfant qui naît aujourd'hui, il est sûr que quand, derrière le mot lait, il ne voit pas forcément une vache. Qu'est-ce que vous pensez des fromages industriels aujourd'hui? Parce que là, on arrive en Normandie, on a vu... Si les vaches pouvaient donner des coups de pied dans tout ça, elles donneraient des coups de pied, parce que c'est pas correct. C'est pas correct. C'est du sérieux, ça? On fait... Il n'y a pas que du salon de l'auto ou du prêt-à-porter, on fait aussi des salons du goût. Tu vois, le mot AOC, appellation d'origine, c'est l'origine des saveurs, et en même temps, ça dit aussi d'où ça vient, ces gens qui essaient de transmettre un patrimoine. Et là, on va voir des exposants, tu vas pouvoir goûter pas mal de choses. Le salon du goût, c'est quoi ça? Ça, c'est des... C'est des bonbons? Non, c'est quoi? Ça, c'est des...
Des olives. C'est des olives. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Ah bah dis donc, ça commence bien, on tombe tout de suite sur... T'as vu? C'est tes voisins, ça? C'est mes voisins, les Norvégiens. Tu connais déjà le hareng? J'en ai entendu parler. C'est norsk. Ah, vad trevligt. Ça sent aussi bon que le fromage ici, dis donc. C'est comme tes fromages, ça, hein? C'est vrai, oui. Ça te dit ou pas? Oui, c'est bien. Alors, ça me fait du bien, en tout cas, ça, je me retrouve un peu, il faut le dire. Oh, dis donc, je préfère le Livaro. Hein. Ah, je suis pas sûr. Ça, je crois que c'est Alain Dubois. Mais oui, c'est lui. Alors, Alain Dubois, c'est un des plus grands fromagers français. Il avait 2 boutiques dans Paris. Il s'est retiré parce que là, il fait un élevage de chèvres dans les Cévennes. Il a voulu se retirer. C'est, à mon avis, un des hommes les plus compétents aujourd'hui en matière de polémique et de discussion, de débat sur le fromage. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Oh, Bérico. Comment allez-vous? Comment tu vas? Content de vous voir. Bonjour, monsieur. Enchanté, Ça va Eric. bien? Oui, très bien. Tu fais un petit tour? Qu'est-ce que vous faites? Bah, tu sais que je m'intéresse toujours au fromage. Hein. Là, il y en a beaucoup des fromages. Là, il y a beaucoup de fromages, oui. Il y a beaucoup de fromages de chèvre, un peu spéciaux. Oui. Pourquoi? Voilà. Parce qu'ils sont tous aromatisés, ils sont tous arrangés, quoi. C'est ça, en fait, j'ai passé devant et j'ai dit ça a l'air super. C'est superbe pour les photos, c'est superbe pour la caméra. Mais je vous mets au défi de pouvoir en manger régulièrement. Et même tout de suite. Dans ce cas-là, je ne vais même pas goûter. Hein. Si, il faut goûter, parce que je peux dire des bêtises. Alors, quand vous fournissiez l'Élysée, vous avez fourni l'Élysée, le Oui, président de la pendant République. quelques années, oui. Vous lui fournissiez des fromages pasteurisés ou au lait cru? Toujours au lait cru. Bon, il n'y a jamais eu de crise gouvernementale. J'ai jamais, aucun président n'est mort à cause du fromage. Moi, je l'ai cru. Bon. Le lait cru, c'est ce qu'il y a de parfait. Ça, c'est la réception du lait. Donc, on se trouve dans le local où vous avez ici les pasteurisateurs. Et donc, les écrémeuses qui permettent de traiter le lait et de le standardiser à l'entrée. Et puis, il y a un autre sujet qui me travaille, c'est qu'on va bientôt faire du surimi de fromage. Ça n'engage que moi pour l'instant, mais je pense qu'on va y venir tout doucement, c'est-à-dire qu'on va faire des pâtes, du lait caillé, de chèvre, de vache, et on va inclure dedans ce qu'on appelle des renforceurs de goût, des goûts artificiels. Je crains ça parce que les laits maintenant sont de plus en plus morts. On est obligé de mettre des levures artificielles dedans, fabriquées dans des grands laboratoires pharmaceutiques. Et derrière, on n'a plus de goût, quoi. Comme le surimi. Le surimi, vous savez, c'est ces bâtonnets de poisson qui sont pas faits beaucoup avec du poisson, mais dedans, on met le goût de gras. Bon, mais là, on va faire des fromages neutres, goût Pont-l'Évêque, goût Livaro, goût... Mais ça ne se fait pas déjà? Non, parce que je pour me suis dit, l'instant, c'est limite là, non? Non, ça ne se fait pas. On aromatise les fromages pour l'instant. Voilà. Mais on n'a pas encore l'autorisation de ça, mais je pense que les gros groupes très puissants vont peut-être venir sur ce créneau. J'espère me tromper. Très important du lait, donc la partie protéine d'un côté et la partie lactose de l'autre. On vient vous voir parce qu'on sait que vous pouvez nous expliquer comment on procède à la fabrication d'un fromage sur le plan biologique et scientifique. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de démontrer là. C'est ce que nous faisons ici, voilà, tout à fait. Donc avec une partie expérimentale, donc vous voyez une partie de production de camembert, là-bas une partie de production de Saint-Paulin, et là-bas une production de fromage frais. Alors c'est pas un camembert de terroir, c'est un camembert universitaire. C'est un camembert du terroir de la faculté des sciences de Tours. Que font-ils? Ce sont des étudiants du goût? Alors, on les veut capables de travailler dans les laboratoires de recherche et développement de nos industries. Pas que du fromage, donc, alors? Pas que du fromage. C'est l'industrie agroalimentaire en général. Donc là, vous cherchez uniquement à produire un aliment. C'est un produit alimentaire. Produire un aliment stable. Vous ne cherchez pas l'origine géographique? Non. Là, il n'y a pas d'identification du produit? Il n'y a pas d'identification. C'est un produit comestible? C'est un produit comestible. On arrive de Tours, on a de la faculté avec Eric. Oui. Nous pensions voir des étudiants. Je pensais que c'était un apprentissage des origines, mais on a trouvé quelque chose qui est totalement voué à l'industrie. Vous êtes à l'origine en plus de cette... Oui, c'est moi qui ai créé l'apprentissage du goût. C'était pour apprendre chacun à goûter. Mais eux vont servir à quoi? Concrètement, ça va être quoi leur métier? Eh bien, ça sera goûter des produits manufacturés, vérifier des choses où il n'y a rien à vérifier. Donc c'est ennuyeux. C'est pas du tout quand on a créé ça, c'était pas du tout comme ça. C'était pas ça la vision des choses.
Nous manquons de goûteurs. C'est pour ça qu'à l'Institut du goût que j'avais fait à Tours, je voulais former des goûteurs. Je voulais que chacun soit maître de son corps. Parce que personne ne peut goûter à votre place. Aujourd'hui, notre objectif est de connaître la vie du consommateur. Donc le consommateur, c'est un sujet naïf qui ne connaît rien sur l'analyse sensorielle. Ça, c'est plutôt pour le marketing, pour voir qu'est-ce qui plaît... Qu'est-ce qui ne plaît pas au consommateur. Le marketing est complètement à côté de la plaque. Il n'a rien compris. On ne peut pas vendre du goût. On ne peut pas vendre une qualité. Ça n'existe pas. Ici, les nuances d'appellation d'origine, ça ne compte pas d'un produit. Que le camembert ait goût de camembert ou que son origine, ça, c'est pas un problème pour vous. C'est ce qui doit plaire au marché, c'est ça? Voilà, ce qui doit plaire au marché. Bon. Ça fait un peu peur, quand même. Il faut bien non, parce qu'il faut bien vendre tout ce qu'on produit. Donc, on ne peut pas mettre sur le marché un produit qui ne sera pas acheté par le consommateur. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Eric, de cette expérience? Mais ce que je me suis aussi rendu compte quand j'ai parlé avec les jeunes, c'est que eux, ils sont pas l'air de penser qu'ils font quelque chose de... De mal? Non. C'est pas quelque chose de mal, sauf qu'on leur apprend quand même à faire des produits marketing en fonction du marché, pour avoir des parts de marché. Il n'y a pas de démarche culturelle, c'est une démarche commerciale. Il en faut. Il faut bien que les grandes boîtes vivent, tu vois, mais c'est curieux d'utiliser l'école du goût pour apprendre à des jeunes, à des élèves, à des étudiants à améliorer les capacités de vente. Et ça permet à la grande distribution et l'agroalimentaire d'avoir plein d'étiquettes différentes. Donc le consommateur pense qu'il a le choix dans une gamme de produits très diversifiés. Et en fait, tu as vu au départ, c'est un produit qui a été fait en laboratoire. Et là, les gosses, ils ne savent pas ça. Je ne comprends pas vraiment à qui les producteurs vendent leur fromage. Ah ben c'est bien simple, soit au détail sur les marchés ou chez les fromagers, soit à la grande distribution. En fait, tout dépend de la quantité de fromage et de la grosseur de ton troupeau. Justement, là, on va voir Paul Georgelet. Il m'intrigue. Lui, il dit qu'il est en AOC, qu'il fait du fermier, et pourtant, il a un troupeau de plus de 400 chèvres en stabulation. C'est-à-dire que ces animaux restent enfermés toute l'année dans la chèvrerie. Elles ne sortent jamais, les pauvres bêtes. Franchement, je ne sais pas vraiment à quel camp il appartient. C'est pas mignon? C'est incroyable. Petit cabri. Oh là là. Voilà, 3 semaines. Elle fera du bon lait, elle aussi, elle, oui. Bien sûr. Bonnes origines, bonne sélection. Wow. Là, nous sommes en ce moment, nous créons 450 chèvres. 450 chèvres, alors. C'est un gros troupeau. Non, nous sommes dans les grands troupeaux de France. Vous pensez que le concept du fromage fermier est compatible avec un élevage en stabulation? Oui. Oui. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, l'animal ne sort pas parce que je n'ai pas les terres autour de ma stabulation pour pouvoir mettre ces 450 chèvres en pâture. Alors pourquoi avoir choisi cette dimension d'élevage? Le grand troupeau, c'est pas pour faire plus d'argent, c'est pour se permettre d'avoir une disponibilité de temps. Et je me suis dit, si j'augmente mon troupeau, ça me permettra, ce qui est chose faite, de travailler avec un autre couple, de former une société, et nous aurons, nous aussi, le droit, je dirais, c'est pas le droit aux vacances, mais c'est le droit à de temps en temps avoir un dimanche soir, un samedi soir. Ce métier, c'est la traite du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours et tous les soirs. Mais comment ça se fait qu'on fait toute l'année? Normalement, une chèvre, c'est par saison. Bien sûr. Le lait, il se trouve en contradiction avec la demande du consommateur. Le consommateur, on mange plus de fromage l'hiver. Et le lait de chèvre, c'est dans les d'été. Ça serait un petit peu contradictoire de ne pas avoir de fromage de chèvre sur un plateau au moment des repas de Noël. Oui. Donc, si je comprends bien, pour satisfaire le consommateur, c'est-à-dire le marché et produire des fromages toute l'année, vous allez jusqu'à changer le cycle naturel de reproduction des chèvres. C'est ce qu'on appelle désaisonner. La mise bas non naturelle, hors saison, elle est provoquée par quel processus? Alors, nous refaisons le cycle naturel de la chèvre. Que vous introduisez comment? Par injection? C'est des poses d'éponge. Oui. Des éponges, voilà. Et après, elle le mange? Non, une éponge dans le vagin. Et après, c'est une période de 11 jours. Et après, donc, ça déclenche voilà. Ce sont des hormones, de la progestérone. Ah oui, ça aspire un petit peu la mamelle, hein. Ce que je comprends pas, c'est que vous désaisonnalisez, vous faites de la stabulation. Pourquoi vous vous embêtez avec le lait cru? Pourquoi vous ne pourriez pas un petit peu déterminer de temps en temps comme ça? Ah bah attendez, arrêtez là. Hein? Arrêtez. Là, vous allez me faire bondir. Si vous deviez rentrer en grande distribution, vous devriez faire un sacrifice sur vos tarifs, donc sur la qualité de votre prestation. Alors là, c'est un sujet que je ne peux pas en discuter.
parce que volontairement, je n'ai jamais mis encore un pied dans la grande distribution. Je n'ai pas encore à ce jour pris un dialogue avec vous n'êtes un jamais acheteur. passé dans une commission de référencement? Ah non. Monsieur non, Georges Gelé, votre fromage de chèvre, on vous l'achète tant. Non, je vais vous dire vous démerdez pourquoi. pour le faire. Je vais vous dire pourquoi. Honnêtement, j'ai peur. J'ai peur, je dis franchement. Et si vous étiez obligé de passer par là, qu'est-ce qui se J'arrêterais de passe? fabriquer. C'est-à-dire, vous changeriez de métier? J'ai toujours dit, mes fromagers le savent, si je dois changer de... Vous en avez les larmes aux yeux, tellement. Oui, parce que... Bon, c'est pas l'ordre du jour, de toute manière, ça ne doit pas vous arriver. Non, mais il y a des moments, il faut savoir ce que l'on veut. Pour moi, c'est une incohérence. J'ai des collègues qui travaillent à la grande distribution. Mais j'ai tellement envie de petits producteurs fermiers qui se sont fait laminer, que je dis, moi, ces gens-là ont un système, je ne le critique pas, mais je ne suis pas un adepte de ce système. Pourquoi ça vous bouleverse à ce point-là? Parce que je vais aller au fond de mon cœur. La grande distribution, pour moi, c'est le phylloxéra de notre économie. Le phylloxéra, en 1880, il a détruit le vignoble français. Oui. Et bien aujourd'hui, la grande distribution a fait un mal qu'on ne mesure pas. Sous quelle forme? Tout simplement, on a cru, il y a 40 ans, qu'on allait acheter dans la grande distribution un panier d'aliments peu cher. Et aujourd'hui, c'est entièrement faux, parce qu'il y a un rapport qui a été pris dans la grande distribution qui est supérieur sur les marchés. Je suis un homme de marché et un homme de terrain. Vous voulez dire que c'est plus cher à la grande distribution et moins bon? C'est moins bon. Le rapport qui a été pris, c'est de la fumisterie la plus totale, c'est du vol autorisé. Je vais te dire, la plaie dans tout ça, le fond du problème, c'est la grande distribution aidée par la publicité. C'est cette complicité entre les deux. Ils te racontent n'importe quoi. Ils nous font manger des fraises à Noël, des tomates tout le long de l'année. Je te fais pas un dessin, mais c'est absurde cette politique alimentaire. On oublie les saisons, et avec le fromage c'est la même chose. Écoute, tu vas voir comment ils procèdent dans cette agence de publicité. C'est passionnant. Céline Lezure, vous êtes directeur associé à l'agence DDB. Comment on conçoit un message publicitaire sur un produit comme le camembert? Déjà, il s'agit de savoir de quel camembert on parle. Parce qu'il y a beaucoup de camemberts. Et je crois qu'en France, on est recordman du monde. Il y a des camemberts qui sont dits de caractère. Il y a des camemberts qui sont pasteurisés. Donc, qui est un budget qu'on gère chez DDB depuis 4 ans maintenant. Et le premier camembert pasteurisé est leader des camemberts en France. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une tendance du camembert dit de caractère vers du pasteurisé. Et après, donc de ces deux segments, il y a eu des sous-segments, enfin, des intermédiaires avec des camemberts dits pasteurisés mais à goût. Ça veut dire que quand moi je mange vos fromages, il a moins de goût que ça fait 20 ans. Il a moins de goût. On vend des fromages comme à l'ancienne, mais qui ne sont pas tout à fait Ils sont pas comme à l'ancienne. Ah, ok. Chez Lactalis, il y a également le camembert. C'est la tradition, c'est un camembert, c'est une maison qui existe depuis 1872, avec un savoir-faire, une recette très particulière qui a été transmise dans la famille. C'est un camembert qui est moulé à la louche, de génération en génération, et qui fait que ça a un goût vraiment, vraiment à part. Et alors, pour le fait que ça soit plus au lait cru d'appellation ou d'origine, pour vous, ça change la teneur du message ou la démarche? Lactalis, je ne sais pas s'ils seront ravis. Pourquoi ils ne veulent pas en parler? C'est polémique ou... Ouais, je crois que c'est... voilà. Pourquoi c'est le AOC? Non, mais je crois qu'ils ont été un peu... Non, c'est parce que c'est des consommateurs fidèles et c'est vrai que tout changement, même si au goût, dans les faits... C'est la même chose? Oui. Le fait qu'il y ait un changement de... Ah oui, c'est la même chose. Ils peuvent perdre des consommateurs, je crois qu'ils font très attention dans la façon de l'annoncer aux gens. Sur le ils ne veulent pas le dire comme ça. Et sur le plan marketing, vous pensez que c'est vrai, ça, qu'il peut y avoir une méfiance du public ou quand il y a un changement de ce genre ou non? En tout cas, il faut l'expliquer, il faut prendre le temps de le dire, de bien l'expliquer. Et c'est vrai que... Donc, il faut faire de la relation publique. Voilà. Et expliquer que ça n'altère pas le goût, que ça reste un camembert traditionnel, que c'est pour plus de sécurité. Et qu'est-ce que veut la grande distribution aujourd'hui? Des produits qui ne posent pas de problème. Sans problème. Sans problème. C'est-à-dire qui puissent, ces produits-là, ils peuvent rester en rayon pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ils ne bougent pas. Le camembert pasteurisé, c'est ça. C'est du plat. Il faut donner du goût. C'est une matière inerte, c'est pas mauvais, il vous fera jamais de mal, il sera jamais. Et on donne du goût artificiellement avec des ferments qu'on a vous achetez au laboratoire. Donc, dans des vous fabriquez votre camembert à Marseille ou dans le Pays d'Auge, pour moi. Alors, on regarde la copie. Ouais. Tu vois, fiston, riche de saveurs, généreux, moelleux.
Ils seront parfaits. Parfaitement parfait. Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1872. Le grand nom du camembert. Vous ciblez qui, là, comme type de clientèle? Ça, c'est vraiment les amateurs. Ah ben ça, c'est les amateurs de qui aiment bien fromage, de terroir. Voilà, qui aiment bien les fromages qui ont une histoire et qui ont des caractéristiques en termes d'aspect et surtout de goût assez prononcé. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on ne fabrique plus de camembert. Le problème, il est là. On fabrique quoi, alors? On fabrique un produit qui est rond, qui est blanc. Ah, qui est rond, qui est blanc, et on dit c'est du camembert. Mais ça n'a plus rien à voir avec du camembert. Et c'est important de dire aux consommateurs, voyez, ce là, c'est le même qu'en 1872. C'est quelque chose qui rassure le consommateur. En tout cas, de dire que c'est vraiment la même, c'est la même recette, c'est le même fromage. C'est un goût qui se perpétue et qui sera toujours là. C'est rassurant aussi pour des consommateurs de savoir qu'il y a des produits qui ne changent pas. Il y a des gens qui ont besoin de savoir ça. C'est simplement ça qu'on a raconté et qui est une vraie raison de croire à son authenticité. Et voilà. Maintenant que c'est plus en appellation d'origine contrôlée, ça vous permet de garder exactement le même film en changeant seulement l'étiquette, ou il faudra peut-être réfléchir à une autre formule? Non, mais vous voulez vraiment que je réponde à ça? Non, je voulais savoir si professionnellement... Vous pouvez couper, s'il vous plaît. Là, on va dans une abbaye, l'abbaye de Tamier, pour que tu vois à quel point ce que les annonces publicitaires nous racontent, tu sais, chaussée au moine, ça c'est vraiment du fromage industriel. Donc on veut associer cette image du moine qui sont les fondateurs du fromage français, le patrimoine fromager français. Et à Tamier, c'est une des dernières abbayes où tu as vraiment un fromage monastique, élaboré à l'ancienne, évidemment avec du lait cru, et puis tout un tas de procédures et traditions qui sont conformes à ce que les moines faisaient depuis des siècles. Bonjour mon frère, ce serait Nathanaël. Soyez le bienvenu. Merci, on est content d'être arrivé. Oui. Voilà, Vous êtes là-bas au fond. Là. Voilà, au Très fond. bien, merci. La fabrication du fromage remonte au XIIe siècle à peu près, où les moines ont essayé de gagner de la surface agricole dans les alpages, donc en défricher des montagnes. On fait de l'élevage, donc production de lait. Qui dit production de lait dit fabrication de fromage pour conserver ce lait et puis le descendre régulièrement dans la vallée. Et alors comment se fait-il que le père Abbé vous ait confié à vous la mission de superviser la production du fromage? C'est une mission qui m'a été confiée il y a déjà quelques années parce que j'avais eu une formation fromagère à l'origine. Donc j'ai fait une école de fromagerie et j'ai travaillé une dizaine d'années dans une entreprise de la région dans le fromage. La vocation du fromage était antérieure à celle de la vocation monacale. La passion du fromage existe depuis bien longtemps, mais c'est pas l'odeur du fromage qui m'a attiré quand même, c'est plutôt l'odeur de Dieu. Ça se rejoint. Ça se rejoint. Hein? Ça se rejoint. C'est compatible les heures? C'est pour ça qu'actuellement, dans beaucoup de monastères, on fabrique encore du fromage parce que c'est un travail qui s'adapte bien à la vie monastique. Qui coïncide avec le cycle que l'on a, qui est très, très rythmé, très régulier. Il y a un peu de méditation quand on fait un fromage, non? Il y a très attentif à ce qu'on fait quand même, parce que c'est aide-toi, si elle t'aidera. Hein. Il faut quand même qu'on soit là pour pas louper la fabrication, parce que c'est pas le bon Dieu qui va la corriger. Donc voilà, on rentre maintenant dans la phase de production. Je suis un peu étonné quand même, on dirait, c'est très moderne. Je m'attendais à plus ancien. On est passé dans cette technique-là, c'était pour faire face à un gros problème, c'est qu'on avait de moins en moins de personnel monastique. Donc la communauté était beaucoup plus importante avant et beaucoup plus jeune. Donc on pouvait travailler, on pouvait faire des tâches manuelles de manière plus importante. Et quand on a vu que la rareté des vocations, parce qu'on a quand même moins de vocations qu'avant, il a fallu faire un choix. Soit on arrêtait la production, soit on essayait de mécaniser, de remplacer toutes les tâches manuelles par de la tâche mécanique. Le processus d'affinage, c'est que, comme vous le voyez ici, les fromages vont être mis dans un premier temps sur des planches et soignés tous les 2 jours.
Les 4 premières fois, on va reprendre les fromages et on va les baigner dans une saumure. Ensuite, on va ce qu'on appelle les emmorger, c'est-à-dire qu'on va prendre une vieille saumure, qu'on garde toujours un tout petit fond, pour que les bactéries qui vont participer à l'affinage du fromage ensemencent, les vieux fromages vont ensemencer les plus frais. Il faut savoir que le tamier, à l'origine, c'était ce qu'on appelait le port-salut. C'était un fromage trappiste par excellence. D'accord, le fameux port-salut. Le fameux port-salut ou port du salut. Oui. C'est lui qui était à l'origine et qui a évolué à travers les âges pour arriver à un produit qu'on connaît aujourd'hui. Le célèbre port-salut. Ça donne envie d'en goûter quand on voit ça. Eh bien, on va y aller tout de suite. Ah, enfin du fromage. Magnifique. Enfin, on a vu là. Bon, je vous ai amené un gros, un petit, mais on va déguster ça. On peut dire qu'il est à point. Ah, je pense que, vu sa forme, vu sa couleur, sa texture, quand je le coupe, là, je pense qu'on ne devrait pas être déçu. Ah oui. Allez, allez-y. Est-ce qu'on mange la croûte, mon frère? Le goût vient de la croûte, donc c'est là où on a le plus... les saveurs les meilleures. Et ça ne vous dérange pas que l'image que les publicitaires vous donnent, qu'on utilise cette image des moines pour l'industriel? J'en vois pas beaucoup, mais le peu que je vois, de temps en temps, elle m'amuse beaucoup. Quand on le prend au second degré... Avec la tonsure. En plus, vous avez vu, ils sont assez bien portants dans les pubs. Hein. C'est des moines assez gras. Il y a quand même quelque chose de caractéristique, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un moine sur un papier d'emballage, c'est forcément quelque chose qui est un peu tendancieux ou récupérateur. Autrement dit, l'étiquette ne fait pas le fromage. Voilà. Vous le dégustez avec quel type de vin, si on reste sur des crus régionaux? Une mondeuse, plutôt un blanc là-dessus, non, peut-être? Moi, je préférais plutôt un blanc Saint-Joseph ou un truc comme ça. Ah oui, vous allez sur la vallée du Rhône. Oui. Bon, Ah, mais vous êtes un moine voyageur, alors. Non. Vous sortez de la paroisse. Un moine qui aime bien aussi les bonnes choses et aussi le bon vin. Tant qu'on est dans les Alpes, allez, on va faire un petit détour par l'Italie. Tu vas voir, tu vas être surpris parce qu'on dit toujours la France, le pays des fromages. D'accord? Mais l'Italie en a aussi beaucoup, l'Espagne, mais 300 fromages aussi. Alors l'Italie, ils ont un patrimoine fromager exceptionnel. Et on va rencontrer Monsieur Fiori, qui est un fromager sur le bord du lac Majeur, à Arona. Cet homme est une encyclopédie fromagère vivante. Ça se mange différemment là-bas, le fromage? Ben, on va voir ça. Oui. Voilà, nous sommes ici. C'est 8 heures, 8-9 heures de route. 8 heures. Carlo Fiori. Carlo Fiori, buongiorno. Bonjour, monsieur. Attention. Buongiorno. Très heureux, Perico Legas. Carlo Fiori. Nous avons ici une collection de fromages italiens qui nous permet de faire un tour d'Italie dans cette cave. Andiamo. Ici, c'est l'avenue du Parmesan, j'ai compris. Ah, ça, c'est l'avenue du... C'est bien sorti. Finalement, vous avez autant de petits trésors fromagers que chez nous, avec des choses très spécifiques. Pour parler de votre métier, le fromager italien, dans sa démarche commerciale pour vendre ses produits, ça se passe comme en France? Il y a des fromagers partout? In Italia abbiamo un vissuto del formaggio molto diverso. En Italie, nous avons une histoire du fromage très différente de la vôtre, les Français. Pour résumer, chez nous, le fromage est malheureusement le témoignage des tables pauvres et d'une culture agricole pauvre. Donc, il n'y a pas une tradition de prestige du fromage à porter sur une table avec toute sa dignité. Comment on dit fromage en italien? In latino, Caesar. En latin, Caesar, l'homme qui fait le fromage. L'homme qui, dans la communauté, connaît l'alchimie de la transformation du lait. Et on l'appelait le Caesar. Attendez, vous êtes en train de me dire que les Romains ont donné à leur empereur le nom de fromager? Voilà. Jules Fromager. Voilà. Jules César, c'est Jules Fromager. Esatto.
C'est exact. César, l'homme le plus important de la communauté, le Caesar des Latins devient l'empereur des Romains, le Kaiser des Allemands. Monsieur Fiori, c'est l'information du siècle que vous nous donnez là. J'ai vu au fond du couloir là-bas, là ici, quelque chose qui m'intrigue, sur les étagères là-bas. On dirait des vieilles pierres. C'est la démonstration que le fromage ne meurt jamais. Attendez, c'est des fromages fossiles, ça, quasiment. C'est préhistorique, ça, c'est néandertal. Presque. Car ce sont des fromages qui ont plus de 10 ans. En regardant ces fromages, on doit se rappeler que nos ancêtres ont traversé et colonisé l'Europe avec des bouts de fromage comme ceci. Il ne faut pas oublier que le fromage est la plus ancienne méthode de conservation du lait. Il est important de comprendre que le fromage, on ne l'a pas inventé dans un bureau avec une opération de marketing. Personne, nulle part dans le monde. Le fromage n'est pas une invention. Le téléphone est une invention. L'avion est une invention. Le fromage est une découverte qui a permis à l'homme de se transformer de chasseur nomade, qui se procurait sa nourriture en tuant des animaux, en un gestionnaire de ressources. Et là, on a la plus ancienne usine de fabrication de fromage au monde, l'estomac d'un animal. Ceci est l'estomac d'un chevreau qui a tété le lait de sa mère. Et avec les enzymes naturelles présents, dans l'estomac, le lait se transforme comme par magie. Tu as là la naissance du fromage. Oui, c'est comme ça. On ne le fait plus. C'est un fromage qui se fait en Sardaigne. On le fait aujourd'hui de manière moins barbare. L'animal est abattu et l'on met le lait dans l'estomac que après. Alors attendez, est-ce qu'en Italie vous avez aussi une polémique ou des réticences sur le lait cru? Vous personnellement, qu'est-ce que vous pensez du lait cru? Quand on travaille le lait sans aucun traitement, on obtient le maximum d'expression de ce qui était le pâturage et des caractéristiques des animaux qui ont produit ce lait. Donc le maximum de richesse possible, sans la moindre intervention, ce qui garantit aussi le maximum de sécurité sanitaire, à condition que l'animal soit sain et que l'élaboration du fromage soit réalisée en toute propreté. Donc pour vous aussi, le produit le plus sain, c'est le lait cru. Le lait le plus sain, c'est le lait cru. Oui, absolument. Nous devenons ce que nous mangeons. Allez, direction Poligny, dans le Jura. Je t'emmène à l'INRA. L'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique. Nous allons y rencontrer 3 scientifiques qui ont fait une découverte surprenante sur les bienfaits du lait cru pour les malades sous antibiotiques. Ils vont nous expliquer tout ça. Vous avez dans ces cuves, ces cuves de 100 litres, nous avons fabriqué des fromages soit au lait cru dans une cuve, soit au lait pasteurisé. Et ce matériel nous permet ensuite de faire des fromages dans des conditions rigoureusement identiques. Et ces fromages ensuite ont servi à alimenter des volontaires qui avaient consommé des antibiotiques. Le but de l'expérience, c'était quoi? Oui, parce qu'on sait bien que quand on prend des antibiotiques, on sait où on ne sait pas, je pense que tout le monde ne le sait pas, on détruit totalement les milliards de microbes qui sont dans notre intestin et qui nous permettent de vivre. Ah oui, donc on est un organisme, nous-mêmes nous sommes crus, si je comprends bien. Nous sommes extrêmement crus. Vous êtes un sac à bactéries. Pourquoi on a si peur des bactéries? Un bouillon de culture. Un bouillon de culture. Quand même, ce qui est important et qui n'avait jamais été montré, c'est que la seule consommation de fromage, en général, et pas seulement des yogourts qu'on nous vend habituellement pour ça, était parfaitement capable, justement, de protéger l'individu contre les effets pervers de l'antibiotique. Alors donc vous inciteriez plutôt les patients sous traitement antibiotique à consommer
Des produits au lait cru. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut dire, peut pas les c'est déconseiller. qu'on ne peut absolument pas leur déconseiller, et au contraire, pendant une prise d'antibiotiques, on peut manger plus de fromage que d'habitude, et ça sera bénéfique. Attendez. Moi, je pensais que vous alliez me dire, vous êtes malade après les antibiotiques, surtout pas de lait cru, ça serait dramatique, et vous êtes en train de me dire le contraire. Dans le cadre de la protection contre l'allergie, le lait cru bu par la femme enceinte, à qui on dit qu'il ne faut même pas manger de fromage au lait cru, bien sûr. Mais le lait cru bu par les femmes enceintes dans plusieurs pays du monde, ce n'est pas une seule étude, mais plusieurs études. Entre 2001 et 2007, il y a au moins 5 études qui mettent le lait cru comme un produit consommé par la mère et consommé par l'enfant, capable de protéger l'enfant dans la suite de sa vie contre les allergies, le rhume des foins, l'asthme. Il comprend plus rien, lui, parce qu'il est allé en Normandie, il a rencontré des responsables d'un grand groupe laitier qui lui ont dit le lait cru, il faut vite s'en débarrasser. J'ai rencontré monsieur là-bas qui m'a dit que le lait cru, c'est... Mais il t'a pas parlé d'études scientifiques? Non. Et alors, le pasteurisé est plus sûr que le lait cru, alors, si j'ai bien compris. Le problème, je ne même pas, c'est évident. Je voudrais bien insister sur le fait qu'on raconte plein de choses. On voit dans les publicités énormément de choses sur les avantages santé de tel ou tel produit. Il y en a qui vous font baisser le cholestérol, d'autres qui vous mettent en forme, etc. Il faut bien se dire que les 9 fois sur 10, peut-être 99 fois sur 100, cela repose sur un assemblage de données partielles, alors que je crois que tout ce qu'on a raconté là repose sur vraiment des méthodologies scientifiques bien conduites. Ce qui est curieux, c'est que ces choses qui ont une vérité scientifique ne sont absolument pas disséminées dans le grand public, pas diffusées, alors que celles qui n'en ont pas le sont, et on a ça dans sa télé tous les jours. France Inter, il est 7h. Alerte à la listeria, une fromagerie de Côte d'Or fabriquant de l'époisse a été contaminée. 2 personnes sont mortes. Attention, si vous avez dans votre frigo un époisse en provenance de Côte d'Or portant l'étiquette fromager d'Armançon, il se peut que ce fromage soit infecté par la listeria et l'affaire est très sérieuse. Selon les services vétérinaires, ce sont les conditions de fabrication du fromage qui ont provoqué le développement de la bactérie. C'est une bactérie qui se développe facilement à 4 degrés, à une température où d'autres bactéries disparaissent. Donc quand vous mettez un aliment contaminé au réfrigérateur, eh bien la bactérie se multiplie dedans. Et quand vous avez beaucoup de bactéries, eh bien, vous avez plus de chances de faire une infection. On a appris aujourd'hui que 2 personnes, dont un bébé, sont décédées des suites d'une listériose provoquée par ces fromages. Ce qui s'est passé ici, c'est, j'allais dire, la consécration de tout ce qu'on veut expliquer. Jean Berthaud, il a 1000 choses merveilleuses à raconter, et tragiques à la fois. L'histoire a fait que le hasard a démarré avec un problème sur un fromage qui n'était pas de l'époisse, mais qui usurpait et utilisait le mot époisse. C'était ça la vérité. Et il y a eu un grave accident avec ça. Donc ça a commencé avec ça, en 99. Et après, ça s'est étendu à tous les fromages. Mais c'est un accident, mais là, tu étais pour rien, donc, l'époisse, pour tout le monde, c'est Berthaud. Il y a des gens dans l'administration qui ont voulu, est-ce que je peux me permettre de dire, qui ont voulu te faire la peau pour un fromager? Me faire la peau, non. Mais faire la peau à ce que je représentais, le fromage au lait cru. Bon, il y a une époque, en effet, le fromage au lait cru a été mis en danger parce qu'il était considéré comme un produit dangereux. C'est vraiment passé si mal que ça, je veux dire. Oui. Et pour tous les fromages au lait cru français. Et ça avait fait le tour du monde. Mais ça fait 3000 ans qu'on fait du fromage. Si c'était un produit dangereux, on le saurait, merde alors. Mais ce que je me demande, c'est économiquement, ça a dû être très très dur. Parce que je me dis que le consommateur a eu peur de vos fromages, non? Mais bien sûr, on a perdu dans les semaines qui ont suivi 75% de notre chiffre d'affaires. Et on a été à la veille du dépôt de bilan en novembre 2000, la suite de ça. J'ai cru à un moment donné que tu allais quand même flancher. Est-ce que tu as eu un moment de... Ouais. Bah écoute, quand tu vois un acharnement comme ça, tu vois un rouleau compresseur aussi puissant, t'es un tout petit bonhomme devant ça. T'es un tout petit bonhomme. Ta force, c'est ce que tu as à l'intérieur. Bon, il y a des fois que c'est plus difficile, mais j'admets qu'on est passé...
Ben, j'ose pas, je veux pas en parler. Je veux pas dire par où je suis passé, ma famille, mes collaborateurs qui ont eu un rôle exceptionnel. Tu veux dire qu'à un moment donné, on peut même penser au suicide éventuellement? Mais je veux pas parler de ça. En fait, vous avez baissé les bras. Vous avez été obligé de laisser tomber le lait cru? Nous, on pasteurise, là, parce que nous voulons aller dans des marchés au Grand Export, et les marchés des USA, par exemple. C'est la pression des... D'accord. Donc... Ça, c'est pas la pression, ça, c'est aussi un choix stratégique. Non, mais c'est important ce qu'il dit, c'est-à-dire que, en fait, la pasteurisation, elle n'est pas un renoncement à ton combat pour le lait cru, c'est une démarche commerciale. Tu veux pouvoir t'étendre à des marchés qui, eux, de toutes les manières, exigeront la pasteurisation. Absolument. Et en fait, tu veux sortir un peu de France. Voilà. Oui. Voilà. Oui, parce que on est obligé, quelque part, de faire comme ça. Bon, on y va. Prenez une petite gorgée d'alcool en passant. Ok. Mais sur les mains? Oui. Ah bon? Ah ouais, ça rigole pas. Ah ouais. Non. Passe là. Ça chatouille quand même. Voilà. C'est ridicule. Pourquoi autant de précautions sanitaires si le lait pasteurisé est propre? Ah, mais il y a tout l'environnement. Donc le lait pasteurisé est plus fragile, évidemment. Mais évidemment, un environnement qui est hyper protégé comme ça, il suffit qu'il y ait un intrant non maîtrisé pour que ce soit dangereux. Donc on a une forteresse, une véritable forteresse, comme la forteresse, le château qu'on a vu, là c'est pareil, c'est la même image. C'est une forteresse et à l'intérieur, on gère une ambiance que l'on maîtrise. Bon, monsieur Tadicourt, qu'est-ce qu'on a pensé? Honnêtement, je me sens confus là. Tu vois, je vois un travail énorme, je vois une histoire énorme. Et après, une fois dans l'usine, je me sens un peu perdu parce que c'est tellement moderne. Je sais pas, c'est la première fois que je me sentais vraiment pire qu'un hôpital. C'est le NASA là. Regardez une seconde. C'est quoi ça? C'est sa nouvelle usine. C'est assez impressionnant. Ouais. Ce qui est curieux, c'est que c'est donc bien la preuve que le lait pasteurisé est un lait beaucoup plus fragile et beaucoup plus contaminable que le lait cru. Il l'a reconnu, hein. Ensuite, on peut dire que dans son malheur, il a eu la chance. Il a profité du fait que le lait pasteurisé est autorisé dans certaines AOC, notamment les poisses, pour rebondir. Donc, il a décidé de quitter, si tu veux, le camp du lait cru pour passer au camp du lait pasteurisé pour pouvoir justement avoir ce marché. Dans ce cas-là, la guerre, c'est fini là. Je vois ça, je me dis qu'il n'y a aucun avenir de lait cru. Parce que moi, il m'a convaincu. Moi, je trouve ça assez génial. Je suis pas un grand connaisseur. Ouais, non, mais là, c'est un problème philosophique. Lui, il t'explique, je fais de l'AOC avec du lait pasteurisé comme si c'était du lait cru. Il y a débat. Écoute Eric, puisque Berthaud semble t'avoir convaincu, moi je veux bien, mais on va aller voir un autre producteur qui, lui, n'a pas changé de camp. Il continue de produire dans la plus pure tradition et tu vas voir, ça n'a aucun rapport. Là, ce qui est dur, là, c'est coupé en deux. Eric, regarde ça. Ça, c'est vraiment le geste unique. C'est la mémoire du fromage d'alpage. Le ramassage du cahier se fait au filet. Je trouve ça hallucinant. C'était la tradition autrefois et ça ne se fait pratiquement plus. Viens voir, Eric. Regarde, c'est une œuvre d'art.
La caractéristique du Beaufort, c'est d'avoir justement une forme concave, donc un moule convexe. Quel est le bois, la pierre? C'est du frêne. Du frêne. Il y a quand même une chose qui m'étonne beaucoup parce que voilà, moi, nous, on voyage, l'hygiène. Là, on travaille sans bonnet, on travaille... Comment ça s'explique? En fait, il faudra que le Beaufort, pour pouvoir être réussi, il faudra qu'il s'acidifie. Et pour s'acidifier, il faut des germes, d'accord? Mais je répète bien, des germes pas pathogènes. Bien sûr. Et on a eu le droit par dérogation, aux moules en bois. Et dans ces moules en bois qui sont que ébouillantés, justement, eh bien, on garde tous ces ferments. Il y a une flore. Il y a une flore. Donc c'est très 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 important de ne pas tuer tout ça. Parce que passé un moment avec la création de l'Europe, on a voulu un petit peu banaliser les produits. Tout aseptiser. Aseptiser et donc surtout pasteuriser peut-être. Et vous allez l'entamer pour nous? On va l'entamer pour vous, puisqu'il me semble que vous ne résistez pas à l'idée de le goûter. Non, mais tu fais goûter les deux comme la différence, il est rend. Avec l'hiver. Alors, ça, c'est pas un fil à couper le beurre, c'est un fil à couper le Beaufort. Oh là 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 là, puis il faut un coup de main. C'est extraordinaire. Oula! T'as vu ça? Et mettre votre pied dans l'entaille. Oh, c'est un bonheur. Voilà, je dois dire. Dans ce produit, donc là, il y a tout le terroir des alpages qui est regroupé dans un produit. Ça, avec un petit coup de Geogrès Charles-Mertin, c'est... Oui, on peut peut-être rester en Savoie, hein. Bon, t'as compris, hein, le Beaufort fait partie de la catégorie des fromages de montagne à pâte cuite, exactement comme le comté où nous allons maintenant. Puisqu'on est dans le terroir du fromage de comté, il était inévitable que l'on passe par Château-Chalon pour que tu vois la gueule de l'endroit et surtout que tu comprennes que le mariage gustatif entre le fromage de comté et le Château-Chalon, c'est ce qui consacre totalement la magie gustative française. Et le vin qu'on goûte ici, il est apprécié par tous les Français ou c'est plutôt... Et personne ne connaît ce vin-là. Là, je te fais découvrir des choses que même les Français ne... T'as quoi? T'as 1,5% de Français qui savent que le Château-Chalon est un grand cru, est un vignoble dans le Jura, et qu'on boit ça avec du comté. Alors t'es pas trop déçu que je connais pas? Mais au contraire, c'est parce que t'es un type bien que j'ai envie de te faire profiter. Je n'aurais pas montré ça à tout le monde. Là, on arrive au fort des Rousses. C'est un ancien fort de l'armée construit sous Napoléon III. Et c'est ici que Jean-Charles Arnaud affine ses comtés. L'endroit fait vraiment partie de la magie du fromage. Tu veux voir un affineur, c'est ça? Oui, parce que dans le métier de fromager, il y a deux temps très importants. Ce sont des producteurs, et il y a un deuxième temps dans l'art du fromage, c'est l'affinage. L'affinage, ça consiste à laisser les fromages mûrir dans des caves, la durée d'affinage variant en fonction des fromages. Et dans ces caves-là, on les bichonne, on les retourne régulièrement, on les sale, et tu vas voir, on les gratte. Ah. On a failli se perdre, hein. C'est immense, votre forteresse. Ah, dans les galeries, on se perd. Bonjour, Jean-Charles. Bonjour, bienvenue au Fort des Rousses. Ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est impressionnant. Ah, j'ai jamais vu ça. Mon Dieu. Les anciens étaient des bâtisseurs d'exception. 214 mètres de longueur sur cette galerie et des kilomètres et des kilomètres dans le Fort des Rousses. Et combien de galeries comme ça? Honnêtement, on ne les connaît pas toutes, mais au moins 50 000 mètres carrés, au moins. Et combien vous en exploitez? 10% pour l'instant, pas encore beaucoup plus. Alors, ça veut quand même dire 55 000 fromages. Ça veut dire quand même aujourd'hui 1,5 km au moins de cave, plus que ça, même 2 km de cave ici, comme ça. Pleine de fromage, oui. Ça suppose un investissement assez conséquent. Très conséquent. L'achat de ce fort. Très conséquent. De quelle ampleur? Plus de 10 millions d'euros. Ah oui. Très conséquent. Il faut en vendre du comté pour amortir ça. Oui. Si je finis ma carrière avec un niveau d'endettement pas trop élevé, ça sera bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste l'affinage d'un comté? Alors, affiner, c'est rendre fin, au sens littéral. Mais fin la texture, et tout à l'heure, on va les toucher, on va les goûter, et c'est rendre fin le goût. Et ça va prendre 18 mois, 20 mois, 24 mois. On peut voir les plus jeunes où ça commence? Bien sûr, on va aller voir les bébés.
C'est un peu la couleur comme, comment ça s'appelle, les pissenlits. Les pissenlits qu'on voit dans Alors, les prairies du Jura. c'est vrai qu'à incroyable. cette saison, on l'appelle fromage blanc, mais on devrait presque dire fromage jaune, parce que les pissenlits, comme toutes les fleurs qui vont se succéder à partir de maintenant, elles sont déjà dans le fromage. Alors là, on doit être à pleine maturité. Quelle année, là, Jean-Charles? Alors, 2004, 05 le mois de mai. Fruitière 23, en plus, c'est Fraro, c'est la fruitière de mon grand-père, 1000 mètres d'altitude aussi. C'est beau à voir, en plus. Hein. Il y a un côté minéral, on dirait une vieille pierre. C'est un bonheur à faire parce qu'on l'élève, en fait. Ce fromage-là, il a eu peut-être 200 semoins. Il est passé dans 5 ou 6 caves. 200 manipulations. Il a été choisi plusieurs fois. On a sélectionné, écrémé, éliminé des meules. On a dit oui, celui-ci, on peut peut-être prendre le risque de l'emmener encore un peu plus loin. Et c'est vrai, quand on dit le mot meule... Donc on vit 3 ans avec lui. Ça quoi. ressemble à une meule, vraiment. On dirait vraiment une meule de pierre. Absolument. Alors, le martelage permet de savoir s'il y a un trésor à l'intérieur. C'est un peu ça. C'est écouter. Et si on écoute bien, on s'aperçoit que chaque fromage va nous donner un message différent. Et si on est attentif, si le son est beaucoup plus clair, ça peut être présence d'un petit trou ou d'un petit bec de lainure. Et tout ça, le fromage, il va nous le dire. À nous d'être capables, effectivement, donc de l'entendre. Bien, un bon chef de cave ici, c'est déjà un homme qui a une oreille. Et après mon écoute, je vais vous faire goûter. Il y a une raison que vous avez choisi celui-là et pas l'autre? Oui, il y en a même plusieurs. Là, j'ai une percussion très homogène. C'est mat, mais en même temps, on peut penser qu'on a une texture qui est... Alors nous, on dit protéolysée. Hein, ça veut dire une texture très fine. C'est comme un carottage sur la calotte glaciaire. Ouais, pour très, savoir. Très jolie couleur. Oui. Voilà, alors on est déjà en fin d'affinage. Et là, si ce n'était plus là, vous pouvez l'écraser. Eric, il faut l'écraser sous votre doigt déjà. Alors, Perico, les saveurs. C'est puissant, c'est long et persistant. Avec des arômes fleuris quand même. Oui, oui. Lacté, bien entendu. Fleuri. Et en même temps, beaucoup d'onctuosité, de rondeur. Tu te souviens, la couleur des comtés dans les caves de Jean-Charles Arnaud, cette petite teinte jaunâtre, eh ben, elle vient des fleurs que tu vois ici. Ce qu'on appelle la flore du fromage, qui est, j'allais dire, la totalité de la vie bactérienne. C'est bien qu'on utilise le mot flore parce que ça vient du mot fleur. C'est l'ensemble de ces propriétés botaniques, hein, végétales, qui vont se retrouver dans la flore du fromage, qui va lui donner son goût. Et regarde, Eric, ici, il y a une devise. Ce ne sont pas les vaches qui vont à la machine pour se faire traire, mais la machine qui va aux vaches. Vous suivez un peu la floraison? Ah, tout à fait, oui. C'est pas la même flore à chaque fois quand Donc chaque fois, c'est une flore neuve. Une flore neuve. Et le lait aura un goût un peu différent? Et le lait aura un goût un peu différent, mais en disant quand même que le meilleur lait est le lait de violette. Oui. C'est-à-dire début juin. Donc il y a toutes les violettes en alpage, toute la floraison. Et donc là, c'est magnifique. Et la machine suit. Et la Je peux le machine goûter? suit. Bien sûr. C'est une période qui dure jusqu'à quand votre, Notre- ça se termine quand là, le Donc saison, après, on ouais. redescendra de l'alpage le début octobre. Octobre. Ouais. Il est cru, là. Hein. Cru, voilà. Il sort du puits de la vache. Il est encore à température. Ça vaut du Grand Bordeaux. Hein. Ah bon? Ah oui. Moi j'adore. Il y a un Vous savez goût. qu'il y a beaucoup de... Non, mais il y a un vrai arôme surtout. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus le lait cru parce que c'est... Ils n'ont plus l'habitude et ils les trouvent indigestes. Ah bon? Bah, au contraire, je trouve ça très digeste. Eh, Elles ont peur. viens vite, viens, nous allons venir. Eh, viens vite, viens. Je compte sur toi, Perico.
Viens vite, viens. Voilà, ça c'est le vignoble des Côtes Rouennaises, on est près de Lyon. Tu te souviens d'Hervé Mons, le fromager qu'on avait rencontré dans le Cantal, sur le plateau de Salers, avec le gars qui jetait du sel sur le dos de ses veaux? Eh bien là, on va le retrouver chez lui, dans ses caves. Il essaie de créer des échanges extérieurs au cercle franco-français du fromage. Et on va voir. Je sais qu'il a des contacts avec les États-Unis. C'est un homme qui a un peu une nouvelle idée du fromage. C'est la nouvelle école alors pour les fromages. Peut-être la nouvelle école. Écoute, on va en savoir plus. Ces caves sont dans un ancien tunnel de chemin de fer, de train. Bon, je vais vous montrer un vieux vestige qu'on est en train d'essayer de réhabiliter. Alors c'est vraiment un tunnel de chemin de fer, hein? Ah oui, là, le train passé, il y a encore... ça s'est arrêté il y a à peu près 50, 60 ans. J'ai jamais vu autant de Saint-Nectaire comme ça. Et ça, c'est pour tester l'humidité, c'est ça? Alors, si tu préfères, ces Saint-Nectaire fermiers-là sont ici, on teste, parce qu'en fait, on est vraiment en train d'essayer d'étudier au maximum les conditions idéales d'affinage dans ce tunnel. Mais avant de valider puis d'investir dans le tunnel, on a voulu mettre en test pratiquement toutes les familles de fromage. Aujourd'hui, cette cave a été prise avec une option incroyable, c'est qu'on se développe beaucoup sur l'export, pas mal sur le marché américain. Le marché américain, aujourd'hui, quelque part, nous restreint dans la gamme de produits puisqu'on est obligé d'être sur des fromages à pâte dure avec plus de 60 jours d'affinage. Notre réglementation, mais ça peut évoluer un jour. Tout à fait, mais bon, aujourd'hui, on en est là. Si tout est concluant, la totalité du tunnel sera remplie de fromage un jour. Oui, donc le tunnel va être pratiquement en stock pour 180, 200 tonnes de fromage qui seront dédiées pratiquement qu'à ce marché-là. Je suppose que tout se passe pas ici. Non, bien sûr, puisque là, maintenant, on a l'atelier où là, les choses sont faites pour être organisées, gérer de l'expédition. Vous affinez combien de fromages? Aujourd'hui, ici, on a une gamme complète qui est entre 130 et 250 fromages différents. Et combien de ces fromages sont exportés ailleurs? Alors maintenant, aujourd'hui, ça commence à représenter une part importante puisque l'export représente 60% à peu près de l'activité de la maison. Le goût du marché français est le même que le goût des grands marchés étrangers ou il y a encore une spécificité du goût français? Je dirais qu'il y a une chose qui est un peu triste, c'est qu'en France, aujourd'hui, les gens qui prennent le temps de consacrer un peu de leur budget pour bien manger sont très rares. Et c'est pas forcément le fromage qu'on est le premier bénéficiaire. Non. Par contre, je pense qu'on peut rebondir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se rend compte que plus aucun ménage ne fait la cuisine chez soi. Tout le monde sort, les gens ont besoin d'aller au restaurant, achètent des plats tout prêts. Le fromage a encore cette aubaine, c'est un produit fini, qui ne demande pas à être cuisiné. Le bon fromage, c'est cher. Est-ce qu'on peut voir un jour les prix du fromage évoluer ou ça sera toujours un produit qui commence à devenir de plus en plus luxueux? Alors moi, je suis pas d'accord pour vous dire que le fromage est cher. Ça, c'est clair et là-dessus, j'ai comme mes convictions. Aujourd'hui, c'est la protéine alimentaire la moins chère du marché. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres pays, voire des pays lointains, où on sent qu'il y a une naissance de la passion du fromage? On vit aujourd'hui chez nous un lobby qui est de tout aseptiser et de vouloir tout maîtriser. Oui. Et de l'autre côté, outre-Atlantique, on est en train d'inverser une tendance, mais à 100%. C'est-à-dire outre-Atlantique? C'est-à-dire que je parle des États-Unis. Ah oui, carrément. Et je parle aujourd'hui où il y a une tendance qui s'appelle l'organic food. Ils sont orientés sur une gamme de produits qui est terroir. Et on est en train de réinstaurer sur certains producteurs des fabrications au lait cru aux États-Unis. Et alors donc aux États-Unis, il y aurait déjà des résistants du goût? Oui, il y a des super résistants. Mais de fromage au lait cru? Ah oui, tout à fait. Ah, j'aimerais bien voir ça, parce qu'en France, on est à 100 lieues de penser qu'aux États-Unis, le pays du tout aseptisé, on puisse produire de vrais bons fromages au lait cru. Écoute, moi, je peux pas y aller, mais toi, Eric, tu vas aux Amériques. Welcome dans le Vermont. Ouais. C'est magnifique. Ça va? Hein. Ouais, le voyage, pas trop fatigant? Un peu, mais ça va. Ah. Ça va, c'était sympa. Ah, je vais te présenter nos amis, là. On va aller voir Andy, tu vois. Hi, Andy. Good morning. Good morning. Eric. How are you? Hey. Eric. Nice meeting you. Is this... Et vos vaches, elles sont bonnes pour le lait? On les a choisies parce que leur lait est aussi proche que possible d'un lait de Normandie pour un lait américain. Comment vous appelez vos vaches? Eh bien, la première année, on a décidé de nommer toutes nos vaches en prenant des noms de membres de notre famille. Celle-ci, c'est la première vache née à la ferme. On l'a appelée du nom de ma grand-mère Audrey.
Et vos vaches, ce sont des bonnes productrices de lait? Chaque jour, on fait environ 1000 litres de lait. Et vous faites combien de fromage? Environ 100 kilos de fromage. Comparé à la plupart des fermes commerciales, on ne produit pas beaucoup de lait, mais on fait de lait cru ici. Nos fromages sont au lait cru. Seulement au lait cru? Seulement au lait cru. On ne possède pas de pasteurisateur. Et de jouer de Frank Zappa pour les vaches, c'est pour qu'ils soient détendus? Oui, absolument. Ça, c'est une vraie révolution. Si les Américains se mettent à faire du fromage au lait cru, ils feraient peut-être un jour comme pour le vin. Ils vendront leur fromage en Europe. Hello. Nice to meet you. Daphne? Yes, Daphne. L'idée qu'on a des Américains, c'est qu'ils ne mangent pas très bien, qu'ils ne connaissent pas grand-chose au fromage. Ce n'est qu'il y a 8 ou 9 ans que l'intérêt des consommateurs s'est soudain retourné. Il y a eu de bonnes dégustations de fromage qui ont été organisées dans le pays. Quelques journalistes spécialistes de la gastronomie en ont parlé. C'est comme si une étincelle en avait en quelque sorte tout enflammé. Ce n'est que lorsque le mouvement a commencé à se développer que les règles ont vraiment commencé à se durcir. Et je vais vous dire quelle est la règle aux États-Unis. La règle dit que vous ne pouvez ni importer ni vendre des fromages faits avec du lait cru. Donc pas de fromage non pasteurisé. Attendez, sauf s'ils sont affinés plus de 60 jours. Ça élimine une grosse bonne part de merveilleux fromages. Vous ne pouvez pas déguster la plupart des petits chèvres. Vous ne pouvez pas avoir un bon camembert pour vous sauver la vie. Et donc, de petits producteurs de fromage ont commencé à se multiplier dans le pays. Nous avons aujourd'hui une compétition et on désigne le meilleur fromage. Quand on a commencé, on avait 200 fromages en compétition tous les ans. Aujourd'hui, on a, je dirais, environ 900 fromages. C'est facile de dire « je veux faire du fromage », mais comment vous avez fait votre expérience? Pour l'essentiel, en faisant des essais et des erreurs. Et puis nous avons rencontré des producteurs de fromage en France et aussi en Angleterre pour obtenir les connaissances techniques. Et ça vous a pris combien de temps pour gagner votre vie avec cette activité? Ça nous a pris 2 ans. Ça, c'est le Bailey Hazel Blue Cheese. C'est lui qu'on a salé en haut. C'est une production similaire à la forme d'Ambert. Et il représente environ 70% de notre production de lait. Donc tu vois, ce qui va être intéressant, là, Eric, maintenant, on va prendre un de leurs fromages les plus vieux. Ces fromages-là, ils ont pratiquement leurs 60 jours d'affinage. Et tu vas voir que ce qui est vraiment génial. Là, c'est important que je comprenne. Là, c'est du lait cru, c'est une pâte molle et c'est fait en fermier. Exactement. C'est-à-dire que vraiment, c'est là... C'est le rêve de tout producteur de fromage. Goûte, parce que c'est maintenant que c'est intéressant. C'est pas mal. Attends, je te fais faire ça à l'aveugle et tu m'expliques si t'es pas en train de manger un chaours au lait cru de chez nous ou si t'es en train de manger un fromage qui est fabriqué dans le Vermont. Ah, je veux te dire, on est avec un résultat qui est super. Ça, c'est la nouvelle cave. C'est énorme. C'est 1800 mètres carrés de surface de cave. C'est un investissement assez important. Oui, 3 millions de dollars. Vous dites que ça, c'est la cave, mais comment vous l'avez fait exploser, ce truc? Oui. J'ai oublié de te dire que c'est la première fois qu'ils ont fait péter un bâton de dynamique. C'est parti sur le toit de la grange, là, tu vois. Et ils ont fait déjà un toit de grange le premier jour. Et là, tu vas avoir 7 caves différentes, avec toutes des ambiances différentes.
Oui, et donc vous allez faire de l'affinage pour d'autres producteurs? Oui. Dans l'État de Vermont, il y a 35 fermiers producteurs. Et tout ça va donner la possibilité à ces fromagers d'augmenter leur production sans investir dans de nouvelles infrastructures dans leur propre ferme. Alors ça, c'est la future cave. Ça sera dans le trou. Toutes ces caves vont être à l'intérieur de la cavité qui a été déplacée. Et l'idée vraiment, c'est de recouvrir toutes les caves avec tout ce qu'on a enlevé comme terre et comme cailloux pour créer une isolation naturelle. Est-ce que vous pensez réussir à vendre en France du fromage affiné ici? C'est un rêve pour vous? Ça, c'est le prochain. C'est un objectif personnel. Oui. Je pense à ce que tu m'as raconté l'autre jour sur l'Amérique. C'est drôle cette histoire d'Andy qui a fait exploser la montagne à la dynamite pour construire ses caves. Je trouve que c'est tout l'Amérique, ça. Tu vas voir, chez nous, on n'a pas du tout besoin de faire péter la montagne à la dynamite. Les caves, elles sont naturelles, taillées dans la roche. Et le plus bel exemple, c'est Roquefort. Roquefort, c'est encore un fromage emblématique de la France. Ici, là. Là. Voilà. Voilà, Carl. Bon. Qu'est-ce qu'on peut pour vous, monsieur? Tout. D'abord, m'expliquer pourquoi il y a un camion société qui nous empêchait de rentrer, presque, qui est garé devant votre porte. Ils n'ont pas de mauvais esprit. Bon. Ils vous livraient pas, j'espère. La tolérance. Ils vous livraient pas, j'espère. Non. Nos cohabitants. Vos cohabitants, il faut bien. Ils sont quand même très présents, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une tradition qui remonte depuis combien de temps dans votre famille? Les Carl font du Roquefort depuis combien de temps? Depuis 1927. Et vous faites le fromage de la même façon qu'en 1927? Dans l'esprit, Dans l'esprit, on le fait de la même façon, c'est-à-dire fabriqué à la main, dans des moules métalliques, ensemencés avec du pain moisi poudre. Le pain moisi? Oui, c'est quoi ça? C'est le pain moisi, c'est ça qui va faire les petites... Non, pas manger, hein. Non, pas manger, mais toucher. Toucher. Tu vois ce pain moisi-là, c'est ça qui va enfoncer le fromage. C'est ce qui va donner ensuite ces moisissures bleues que tu trouves dans le Roquefort. Cette moisissure a un nom ou non? Elle a un nom latin? Penicillium roqueforti. Allez-y, monsieur Carl, on vous suit. Ah bon? Il y a combien de caves, monsieur? 3 étages, 4 avec celui-là, oui. 3 étages, ça fait 4 étages au total. Oula, on rentre dans les entrailles de la terre. Là, on est dans le secret on est dans le secret. C'est impressionnant, hein. Voilà. Tu te rends compte? Nous sommes à un endroit où l'affinage se passe. Pourquoi les caves sont ici, à cet endroit de Roquefort? Est-ce que la pierre est importante? L'hygrométrie est importante. La nature de la pierre, on ne peut pas le dire, mais surtout le fait que la pierre est chargée de micro-organismes qui donnent la qualité du produit. En fait, ça, c'est quoi? Ce sont des moisissures. Des moisissures, c'est certainement un pénicillium. Si demain on désinfecte, si demain on stérilise tout ça, on fait un mauvais fromage. Naturellement, il y avait des éboulis, la montagne s'est effondrée, les blocs se sont juxtaposés en laissant des vides entre les blocs. Et c'est ça qui a permis de faire le Roquefort. Ce qui a permis de faire du Roquefort, c'est qu'entre ces vides circule un air naturel qui vient de la montagne. On ne sent pas quand même une odeur de renfermé, on ne sent pas une odeur de bergerie, on ne sent pas une odeur de suin. Est-ce que l'odeur te plaît, là? Non, justement, quelquefois, il se bouche le nez quand on rentre dans des fromages. Mais justement, j'avais un peu peur. Je me dis, allez, on va au Roquefort, ça va être dur pour le nez, mais pas du tout. Je pense qu'il faudrait donner un coup de sonde dans ces fromages quand même. Voilà, voilà. Ah oui, il y a une grande différence. Voilà. Je peux le goûter? Oui, vous aurez quand même... Tiens, prends la moitié. Tu vois, il y a du bleu, là. Robert, ces messieurs nous ont pris toute la sondée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour boucher ce trou-là? Aïe, on a fait une bêtise. On va en faire un autre à côté. On va sondé. Non, mais pas bon, c'est pas bon, ça. Pas bon, ça, c'est pas bon, c'est excellent. Quoi? C'est excellent. Mais c'est pas bon, non, c'est pas bon, affiné, ça. C'est pas bon. Oui, mais enfin, c'est quand même du Roquefort. Non, c'est pas du Roquefort. Bon, tu arrêtes de prendre toutes les sondées, toi? Là, tu m'as fait un mauvais coup, hein. Moi, j'ai une petite question. Le bois, c'est fait en quoi? C'est un bois de chêne qui se conserve grâce au sel dont il est imprégné. Et ça, c'est indispensable pour les fromages? C'est indispensable pour le fromage. Pour l'affinage du fromage, de même qu'une barrique en chêne est indispensable pour l'affinage du vin. On avait eu, il y a quelques dizaines d'années, un problème avec des listeria.
On nous avait dit, vous avez cru, le bois favorise le développement des listeria et il ne faut plus garder de bois pour l'affinage. Il faut mettre des travées, des étagères, autres matériaux, ciment ou inox. Je crois qu'il y a quelques confrères qui sont beaucoup plus disciplinés que ce que l'on est, qui ont commencé à casser le bois et à faire des travées selon le norme. Eh bien, ils ont été obligés de faire machine arrière, de remettre le bois, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire du bon fromage sur ces travées-là. Tu as compris, Eric. Pour qu'un fromage soit bon, il faut un savoir-faire propre à chaque terroir, mais il faut aussi, et surtout, une bonne matière première, c'est-à-dire un lait cru produit par de bonnes vaches broutant de la bonne herbe. C'est ça, l'AOC. Hélas, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Tous les vaches. Oh la vache, regarde. Alors ça, c'est emblématique. Eh, regarde derrière l'ensilage. Ça, en dessous les pneus, là? Ça, c'est cauchemar. Oui, voilà. Tu vois ce que c'est l'ensilage? Donc on laisse l'herbe mariner, le foin, et elle bouffe ça. Regarde la gueule des pauvres vaches. Tu vois, Eric, l'ensilage, c'est une dérive économique. C'est de l'herbe en conserve. Ça sent la pourriture là-dessous. On donne ça à manger aux vaches. Le lait qu'elles donnent est forcément bas de gamme et c'est difficile d'en faire du fromage. Bien sûr, l'ensilage, ça coûte moins cher que le pâturage classique. La vache qui broute de la bonne herbe donne un lait de qualité. C'est une évidence. Mais la qualité, il n'y a pas de mystère, ça se paye. Votre lait est vendu combien? Ah, mais notre lait, nous, on le valorise quand même en moyenne là, sur l'année à 3,50 francs, je pas 1 franc. Hein. Un demi-euro. Voilà. Et c'est peut-être même le prix de lait le plus cher en France, de lait de vache. Ça, il faut bien le reconnaître. Le problème, c'est qu'il coûte énormément cher à produire. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Ou on fait de la qualité et on se limite dans le volume, ou alors on fait du volume au détriment un peu de la qualité. Le modernisme a créé des laits de plus en plus propres, les services sanitaires, peut-être un peu Bruxelles qui a voulu freiner. Donc les fermiers, les artisans sont obligés de travailler avec des laits beaucoup plus propres, donc remettre des ferments dessus. On n'est plus dans la même catégorie de goût du lait. En route pour Bruxelles. Donc on va voir quelqu'un à la commission, qui s'appelle Baudelaire. Lui, c'est un peu le fonctionnaire qui va nous parler des normes administratives. Je voudrais savoir s'il est plutôt les crus ou si au contraire il est contre. Mais tu penses qu'il y a quand même beaucoup de pression qui vient de là-bas? Oui, surtout des copains scandinaves, c'est eux qui veulent tout hygiéniser, ils veulent tout banaliser. Un seul fromage, un seul goût. Et nous en France, on veut garder cette expression culturelle française, au moins celle de nos produits alimentaires, tu vois, on ne fait mal à personne. Quel est votre rôle au sein de la Commission européenne? Mon rôle, c'est de coordonner toutes les actions législatives en matière de protection des consommateurs pour les risques biologiques, c'est-à-dire les risques qui concernent les virus, les prions, les bactéries, les parasites. C'est-à-dire qu'en fait, vous persécutez l'identité alimentaire française ou vous essayez au contraire de la préserver? Non, on persécute personne. On essaye d'harmoniser au niveau communautaire toutes les législations nationales pour qu'il y ait la libre circulation des produits, si vous voulez. Aujourd'hui, un fromage circule mieux dans l'Union européenne qu'une personne. Vous avez besoin de montrer votre passeport lorsque vous quittez la zone Schengen, tandis qu'un fromage circule du nord au sud ou de l'est à l'ouest sans problème. À partir du moment où il a été fabriqué selon les règles communautaires, il circule bien mieux que vous. Donc, selon vous, il n'y a pas de lobby hygiéniste anglo-saxon qui essaierait d'aseptiser les fromages français au lait cru? C'est un leurre, tout ça. Non. Il y a eu à un moment une volonté des Américains de vouloir supprimer du commerce international les fromages au lait cru. Mais on a violemment réagi et on a fait une coalition avec les États membres et d'autres pays du monde pour pouvoir supprimer cette possibilité. Et on a réussi à maintenir dans les standards internationaux la possibilité de commercer les fromages au lait cru s'ils sont faits dans des conditions satisfaisantes. Enfin, parce que la France n'est pas la seule à avoir un patrimoine. Ah non, bien sûr que non. Après la France, il y a quoi, par exemple, dans tous les pays. Je vous ai amené des fromages. Alors, encore du fromage. Au lait cru. Au lait cru. Ah oui, non, je vous ai amené que des fromages au lait cru. Du herbe, du fromage belge. Ça sent mauvais. La caméra ne... Voilà.
c'est le type époisse, master. C'est merveilleux. Ah, ça c'est extraordinaire, ça. Mais pour un Suédois, ça c'est... Non, mais je commence à m'habituer. On s'est promené dans les fromages odorifères français. Il se passait le nez au début. Attendez, je vais vous donner une assiette parce que... Regarde. Ah oui, ça c'est bien que tout, hein. Oui, mais... Il dit toujours les fromages qui puent, mais il n'y a pas que les Français. Ah non, mais bon, ça c'est la diversité du manchego espagnol. Ah, ça c'est merveilleux. Bon, ça c'est peut-être plus adapté à vous. Ouais, c'est un peu comme le chinois. Bon. Alors, c'est le fromage de Don Quichotte, sur la Manche. Du Stilton anglais. Anglais. Les Anglais. Ils ont 400 fromages, les Anglais. Oui, mais bien sûr. Mais il n'y a que la France qui a cette notion que Bruxelles veut détruire les fromages et les crus. Alors vous n'êtes pas des méchants? Non. On veut emmerder personne, ça c'est clair. Éric Poudelet, c'est l'Europe qui va sauver le camembert au lait cru, quelque part. Bah, c'est l'Europe, non, c'est les producteurs. Oui, mais vous allez les y aider? Bien sûr, bien sûr. Bon. On a même dans notre législation des dérogations pour autoriser les bassines en cuivre, les cuillères en bois, alors que dans notre législation, on a les murs lisses, lavables, imputrescibles, résistants au choc. On a autorisé pour les fromages au lait cru qu'on utilise les caves, le bois, alors que le bois, c'est... Bon. On a autorisé tout ça pour ces fromages au lait cru. Moi, je suis très rassuré, du coup. Moi, on a bien fait de venir vous voir. C'est avec un grand plaisir que... vive l'Europe, alors. Vive l'Europe, bien sûr. Merci. On fête nos 50 ans. Oui, hein? Oui, on va les fêter au fromage. Merci. Faut qu'on trouve un verre de vin rouge. On a ça, Thierry, ici, hein? Je suis vraiment, je te dis ça très, très positivement, la clairvoyance de ce type, le message d'espoir, le courage, la lucidité, un discours qui nous a tenus. Bon, c'est peut-être un peu angélique, tout est peut-être pas aussi rose que ça. T'as vu, il avait l'air très... N'empêche qu'ils ont pris conscience du problème. Et quand, tu vois, quand on sillonne la France, quand moi ces fromagers qui sont un peu désespérés avec Bruxelles nous empoisonnent, non, c'est peut-être Bruxelles qui va permettre de débloquer la situation. Pour terminer en beauté, je t'emmène chez moi, ici, au Pays Basque. Considérons, sans vexer personne, que je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Et on va goûter en plus un fromage que je déguste depuis que je suis tout petit. C'est quoi ce monsieur, quoi? Alors on va chez Alain Domini. Tu vas voir, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un puriste. Pour moi, il est la preuve vivante qu'on peut bien gagner sa vie en respectant et la tradition et le terroir. On vous dérange? Non, pas du tout. Je vais ramasser. Voilà. Ramasser quoi? Fromage pur brebis au lait cru, que je transforme tous les jours. Vous avez combien de brebis? J'ai un troupeau relativement petit, on va dire. J'ai 145 mères adultes. Ça fait quand même 290 mamelles. Voilà. C'est une petite coquetterie personnelle, la traite à la main, ou c'est une vraie démarche qualitative? Non. D'abord, j'aime ça. Traire à la main, c'est plaisant. On a notre contact avec les bêtes. Et puis surtout, si on fait attention à la façon de traire à la main, on traite un lait plus propre à la main qu'à la machine. Bien sûr. Vous avez perdu quelque chose? Ouais, vous faites quoi, monsieur? Vous cherchez vos clés, vous cherchez vos clés. Vous cherchez votre dentier. Comment vous perçoivent les gens du pays? Vous êtes un exemple pour tout le monde. Je suis sûr que tout le monde veut faire comme vous. Loin de là. Ah bon? Tiens, c'est curieux. Malheureusement, moi, je suis le seul producteur en agriculture biologique au village. Et c'est vrai que c'est pas très développé. Et je suis peut-être considéré comme un écolo ou marginal plus qu'autre chose, mais bon, moi, ça ne me dérange pas, ça. Et c'est pas ça qui va me faire rebrousser chemin, quoi. Je vais faire marche arrière. Parce que ce que vous voyez autour de vous, ça vous rassure pas forcément chez vos autres collègues producteurs de fromage de brebis? Non, non. Quand je vois des gens qui sèment du maïs en désherbant, en mettant de l'antilimace, en mettant des semences traitées, il faut pas croire, mais ça s'y retrouve partout après, quoi. J'ai envie de dire, tous les paysans devraient être en bio. Le bio, ça devrait pas exister, en fait. Oui, vous voulez dire que le bio, en fait, c'est la norme. C'est ça, la norme. Ben, ça devrait l'être. Hugo Pied. Vous l'avez dressé vous-même? Oui. Bon, après, c'est des chiens qui ont été sélectionnés génétiquement pour le travail et c'est inné chez eux d'aller chercher les brebis, de les ramener. C'est des chiens très, très adaptés au travail, quoi, surtout pour. C'est incroyable. Gauche, gauche, couché.
Ça. Et là, ils vont nous suivre, ils vont monter maintenant. Vous leur parlez en quoi? Un petit peu de tout? Un croisement de basque béarnais. D'accord. À ma sauce. Elles comprennent, hein, je pense. Voilà. Lui aussi. Ça. Hugues, couché. Et... Mais avant, vous faisiez quoi? Vous n'avez pas passé votre vie à élever des brebis? Moi, j'étais un vaillant fonctionnaire de l'État français, je travaillais à SNCF. Et j'ai démissionné de mon travail pour me faire paysan, quoi. Voilà. C'est quand même radical comme changement. Ouais, c'est radical, mais bon, moi, j'ai toujours aimé la nature, les bêtes. Et finalement, j'étais pas fait pour vivre à la ville et pour passer mon temps à la ville. Et même si c'est beaucoup d'heures et une vie peut-être un peu spéciale, entre guillemets, mais c'est ce qui me convient le mieux sur le moment, quoi. C'est celle que j'ai choisie et que je regrette pas au moins, quoi. Tu vois, Perico, c'est jamais trop tard pour toi non plus. Hein. C'est tellement prenant que c'est plus une façon de vivre qu'un métier, quoi. Et il faut que ça plaise, quoi. Pourquoi vous gagnez mal votre vie? Ah non, non, là, moi... Ah, parce qu'en plus, vous gagnez de l'argent. Ah, moi... Non seulement vous êtes heureux à ce que vous faites, voilà, voilà. Et en plus, vous êtes presque riche. Moi, je suis au paradis. Eh bien voilà, mon cher Eric, la boucle est bouclée. Il ne nous reste plus qu'à aller à Boulogne-sur-Mer voir Philippe Olivier, le fromager que nous avions rencontré à notre départ. Bonjour Philippe. Salut. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors Philippe, vraiment c'était un bonheur. Moi j'ai redécouvert une partie de la France que je ne voyais pas depuis longtemps. Pour Eric, c'est carrément une découverte. Ouais. Vraiment, on revient rasséréné par ce voyage. Mais vous, qui êtes en fin de chaîne, c'est vous qui vendez le produit fini. La relation entre le peuple consommateur et tous les producteurs qu'on a vus, c'est vous. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Il y a aujourd'hui presque 40 ans que je fais ce métier. Et franchement, il y a une vingtaine d'années, j'ai tremblé, j'ai eu peur. Et quand mon garçon m'a dit, il y a encore quelques années, « Papa, j'aimerais bien faire ton métier », j'ai eu peur. Et aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un petit fermier à travers la France qui téléphone en disant « Mon fils voudrait refaire un fromage, est-ce que je peux venir vous voir? Est-ce que vous avez un nom et une recette d'un fromage dans mon coin qui existait autrefois, etc. » Jamais l'enthousiasme n'a été aussi fort de gens qui veulent refabriquer des fromages. C'est formidable parce qu'il est vrai qu'ils ne nous ont pas tous dit ça. On a aussi rencontré des gens, Eric, des gens pessimistes, des gens qui voulaient laisser tomber, résignés. Oui, pas loin d'ici, derrière Dunkerque, il y a un village qui s'appelle Bergues. Quand je suis arrivé il y a 40 ans, il restait une fermière qui faisait le marché de Bergues le lundi matin. Et on a beaucoup travaillé avec la Chambre d'agriculture, avec l'Office du tourisme, etc. Aujourd'hui, il y a 7 personnes qui fabriquent du Bergue. On a sauvé un fromage, une culture, une trentaine d'emplois dans cette région-là. Alors vous vendez quoi? Vous vendez de l'aliment, vous vendez de la saveur ou vous vendez de la culture? Je vends en premier de la culture. Le fromage, c'est pas une boîte de conserve, ce n'est pas... C'est un produit vivant, saisonnier, irrégulier, tout ce que l'on veut. Il y a des fromages qu'on fabrique depuis plus de 1000 ans. Ce sont ces fromages-là qui sont arrivés à transporter l'histoire. Au début, il avait du mal avec les fromages un peu forts. Oui. Notre périple, et puis finalement, il s'y est fait. La papille, c'est un... Mais il y a une éducation du fromage comme il y a une éducation du vin, comme il y a une éducation de la table. Et avec l'âge, on n'aime pas les mêmes fromages, bien évidemment. T'as compris? J'ai compris... la sensibilité de différents fromages. C'est pas toujours que j'apprécie le goût, mais je peux comprendre d'où ça vient et pourquoi il est là, ce fromage. Alors, qui en veut au fromage français aujourd'hui, au fromage français d'appellation ou les crus? Il faut quand même avoir du culot. De certains fabricants, je trouve qu'ils ont quand même du culot. D'aller prendre un problème soi-disant sanitaire pour le lait cru. Il n'y a pas de problème sanitaire dans les fromages au lait cru. Celui qui dit cela, c'est faux. Ce sont des faux arguments pour pouvoir vendre les faux fromages ou les fromages pasteurisés, homogénéisés, stérilisés, upérisés, microfiltrés, j'en passe et des meilleurs. Donc, si un jour, par malheur, ce qui n'arrivera pas parce qu'on se battra, il arrivait qu'il y ait presque plus de fromage au lait cru, les autres fromages disparaîtront aussi. Les fromages industriels disparaîtront? Oui, ils en vendront de moins en moins. Parce que qu'est-ce qui fait l'image de notre pays? Qu'est-ce qui fait l'image de l'Europe, de la France et des régions? Qu'est-ce qui fait l'image de l'Auvergne? Ce sont les fromages, ce sont les vrais fromages historiques qui ont fait la culture. Ce sont ces fromages-là, ce ne sont pas ces fromages qui sortent comme des caramels dans des chaînes. C'est pas ça le fromage.
Là. Allez, Michel. Allez.